Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, Les Injustes. Bonsoir messieurs, bienvenue à notre spécial Jésus de Nazareth de 6 heures des Injustes. Alors à ma compagnie, l'Abbé Lévesque. Abbé Lévesque, bonsoir. Hey, bonsoir. Oui, aujourd'hui on va torturer le roi des Juifs. Ensuite de ça, nous avons en notre compagnie le rabbin. Non, le rabbin Boucher. Non, c'est le pape. Boucher. Ah, Pape Boucher, comment allez-vous? Ouais, moi je m'en vais en haut de la hiérarchie. Je me sens un petit peu dans les vapes. J'ai vraiment lu une bande dessinée exceptionnelle aujourd'hui, puis j'ai hâte qu'on en parle. J'ai enfin trouvé ce que je crois être ma bande dessinée favorite. Quoi? Mais sinon, oui, ça va bien. C'est rien qu'on est vraiment mal timé. Parce que c'est la résurrection du Christ, puis c'est Pâques aujourd'hui. Puis on est là à pas parler de la Zack Snyder Cut. On l'a fait la semaine passée, fait qu'on on était en avance sur notre temps. On va pouvoir se défendre comme ça. Mais c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on fait l'analyse de Jésus de Nazareth, donc film de 8 heures de temps, où on va vous faire nos commentaires, ainsi que sur La Passion du Christ, film de Mel Gibson, où on torture un homme pendant 2 heures. Dans ce film-là, Jésus, il avait toute qu'une droite. Hein? Dans La Passion du Christ, ça? Ouais, ben dans ce cas, c'est là que j'ai écouté mercredi soir. Là. Ouais, ben, ma blonde l'a réécouté cette semaine avec moi pour une vraie. Bon, c'était Pâques, là, puis on écoutait des films bibliques. Puis, honnêtement, quel film de torture de 2h30 où on voit un gars se faire arracher les côtes, fouetter, battre. Ouais, c'est vraiment violent. Ça n'a pas de bon sens. La shot où il mange comme une espèce de coup de fouette qui reste pogné dans les côtes puis qui l'arrache. Ah! C'est gelé dans ma tête. Ah, mais le pire. Ça, c'est la séquence que tu te grattes le menton, tu fais comme Jésus a de l'air savoureux. Le pire bout, c'est que, tu sais, genre, c'est fini. Là. Ça fait genre 15 minutes qu'il fouette. Là, il y a du sang littéralement partout. Là. Et là, le Romain se lève, puis il vire la main de bord en voulant dire revirez-les de bord. Et là, tu dis oh non, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Je me rappellerai toujours que j'avais été voir ce film-là au cinéma, puis j'ai fait tout ce qu'il reste à faire, là, s'il faut qu'il s'est à quoi qu'il flippe sur le ventre. Si pour crocher les clous, ils l'ont flippé. Ah oui, puis ça a tellement l'air à faire mal. La croix a de l'air pesante dans ce film-là. C'est que quand il flippe, là, c'est comme mais là, ciboire. Ah, ça n'a pas de bon sens. Puis tu le vois, genre, comme rebondir un peu, là. Tu sais, genre, il est comme dans le vide. C'est comme drôle, ce film-là est comme arrivé à la convergence de les films de Peplum puis de Sandal, puis en même temps, c'était dans. À ce moment-là, dans l'horreur, là, c'était la grosse mode des films de Eli Roth, les Hostels, les films de. Les torture porn qu'on appelle. Torture porn, exact. Puis, genre, ce film-là, on est presque un. Je me rappelle, moi, quand j'étais ado, j'étais allé voir ça, j'étais excité de ce côté-là. Là. Je voulais voir le gore puis le sang. Puis puis ça avait fait scandale, là. Ça avait fait les nouvelles. Il y a des petites madames qui avaient perdu connaissance. Là. Ben oui, mais avec raison. Je veux dire, à un moment donné, là, quand ça fait 15 minutes qu'il fouette, là tu te dis, ça va bien arrêter, ça va bien se terminer à un moment donné. Là. Puis ils ont fait une espèce, puis j'aime ta comparaison avec les films d'horreur, t'as l'espèce de personnage joué par une femme ou un homme, on sait pas trop, là, pas de sourcils, qui est la représentation du démon qui se promène dans la foule. Mais il y a de quoi faire flipper ma tante Georgette. Là. Ouais. À défaut d'être bon, c'est vraiment un beau film. Un peu comme on disait avec la Snyder Cut la semaine passée, il y a des tableaux dans ce film-là. Là. Mm-hmm. Il y a des trucs, ils utilisent un peu le ralenti, puis il y a des moments où tu regardes et tu dis wow, tu sais, c'est bien fait, là, tout est à la bonne place, au bon endroit, puis tu fais comme wow, tu sais, il y a des tableaux dans le film. Mais en dehors de ça, il faut avoir le cœur solide, là, parce que c'est 2 heures. C'est rough sur ton araméen, il faut que tu te fasses l'oreille. Là. Ouais, ça aussi, c'était une drôle de décision là, de l'avoir fait en araméen tout le long. Là. Ouais, en troisième année, là, dans mon premier cours de catéchèse araméen, là, ça remontait à loin. Là. Ouais, puis il y avait du latin mélangé à ça en plus. Là, c'est fou. À un moment donné, ça devient lourd. Mais je me rappelle, par exemple, quand je l'ai réécouté avec ma blonde, ça m'avait pas frappé probablement la première fois que je l'ai écouté. Mais la fin du film, là, où genre on voit l'enveloppe, tu sais, comme dans Star Wars, là, qu'elle disparaît, là, parce que le corps disparaît. Et t'as Jésus assis là, avec une musique, là. Et tout ce que j'avais dans ma tête, c'est Jesus too.
I'll be back. Tu sais, là, j'attendais la suite. Ça avait vraiment Ça l'air. aurait pu être une scène post-crédit. Exact, là, il est dans la grotte, là, puis il se lève, puis il a les trous dans les mains, puis tu sais, on jurerait que la prochaine scène, c'est genre, il va se chercher une carabine ou quelque chose, puis il Dans sort, puis l'univers de Marvel, là. Jésus il ouvre la grotte, là. il tire les Romains. Le gars, il est he's back. Là, j'avais juste dans la tête une mauvaise bande-annonce de film. Je me disais, ça serait peut-être bon, mais c'est jamais venu. Hey, je vous propose quelque chose avant qu'on perde les spectateurs qui nous restent. On s'excuse. En passant, c'est une joke, on parlera pas de Jésus de Nazareth. Hey, ça fait déjà 10 minutes qu'on le fait, mais c'est pas grave. Là, mais... Ça fait 5 minutes 10, Alan. Que là, j'avais le goût d'embarquer ces 10 commandements, mais non. Non, on va se limiter à ça. On va se limiter à parler de ça pour l'instant. Non, grosse émission aujourd'hui. Godzilla vs. Kong, on l'a vu en fin de semaine, puis il y a des bonnes nouvelles au niveau de l'industrie, puis au niveau du film en tant que tel. On vous donne nos impressions. Wonder Woman Earth One, volume 3, dernier volume de cette saga écrite par Grant Morrison et illustrée par Yannick Paquette, notre Québécois. On va parler de Berserker, la bande dessinée de Keanu Reeves. Très intéressant, premier numéro qui est sorti il y a 2-3 semaines de ça. On a eu l'occasion de le lire, on vous en parle. Chez DC, ça brasse pas mal. New Frontier, Justice League. On va revenir aussi sur Superman Red and Blue, Batman Black and White, Wonder Woman Black and Gold et ces petites histoires que j'apprécie beaucoup. Et on aura évidemment nos poisons, dont le mien qui va être en retard et qui va probablement refléter un ancien épisode des Injustes où Alan nous parlait de quelque chose puis je faisais semblant de l'écouter. Donc, puis là, je vais le ramener en disant que c'est moi qui l'ai découvert. Ben, 3 ans plus tard, tu fais toujours ça semblant m'écouter. Je fais semblant, puis là, après 3 au club. après Moi, 3 ans, je 2 reviens. ans l'âne. Fait qu'on on est comme Ouais. décalé. Sauf que moi, j'ai des jugés variés. Toi, ça fait 2 ans que tu te déclares avec Jeff Lemire. Ça fait que, ouais, ça se peut qu'on arrête de t'écouter après un Ouais, bout. toi, c'est un petit peu plus normal. Mais non, mais sans faire, c'est la preuve que nos poisons sont efficaces parce qu'après un certain temps, ils restent dans la tête. Puis veux pas, quand tu tombes dessus, puis tu te dis, me semble que je l'ai entendu parler en bien ou me semble qu'on en a déjà jasé. Puis fait que des fois, tu sais, ça pousse la curiosité ou encore l'envie de l'écouter. Puis ce fut mon cas pour un poison dont je vais vous parler un peu plus tard, qui est arrivé sur Netflix, puis que je me suis tapé hier, puis que j'ai bien apprécié et qui va probablement me faire dépenser plusieurs centaines de dollars. Mais d'abord et avant tout, l'univers de Universal et des monstres, ça n'a pas fonctionné. L'univers partagé de DC, ça dépend des fois. L'univers de Marvel, ça fonctionne bien, mais là, on est en pause depuis la pandémie. Mais il y a un univers partagé qu'on oublie souvent, c'est celui des monstres de Godzilla et de King Kong, qui, lui, est sur les rails depuis déjà quelques années et qui continue contre vents et marées. Et... ben là, Titan, la momie n'aura pas de suite. Non, Alan, non. Calice. Non, ta tablette va rester vide. Désespère pas. Tu sais que Il va ce... peut-être faire une suite. L'homme Je- invisible a bien fonctionné. Oui, mais Peut-être qu'ils vont ce ramener statut-là, à chaque année de Alan, avec sa tablette vide, avec un seul film de l'univers Universal, me fait rire à chaque année. À chaque année, je me dis, asti que c'est drôle. Mais non, mais l'univers des monstres, lui, il est sur les rails, puis ça va bien, là. Ouais, on a pensé qu'avec King of Monster, le deuxième Godzilla, donc ben, le troisième de la série, c'était sur le point de s'écrouler. Mais je pense que là, on vient d'avoir une preuve parce que tantôt, tu en parlais au niveau de l'industrie. Kong, le premier film de Warner qui sort au moment où peu de cinémas sont encore ouverts, mais en Asie, il y en a de plus en plus quand même qui commencent à ouvrir, contrairement à Tenet, que le film avait sorti. Kong, dans sa fin de semaine de 3 jours, il vient d'aller chercher pas loin de 40 millions. Au total, sur 5 jours, il va frôler 45 millions, je pense. C'est presque des chiffres normaux. Le deuxième Godzilla, King of Monster, avait fait 48 millions. Ça fait qu'il est en train de l'accoter, puis même de battre un film qui était sorti hors pandémie. Ce qui est plutôt impressionnant parce qu'on parle de box-office nord-américain et non mondial, parce que mondial, je pense qu'il a déjà sauté 140 millions. Mais Pour ça... un film qui avait un budget de 160 millions. Donc, ce film-là, s'il continue comme ça, puis même si la semaine prochaine, il ferait rien que du 10-15 millions, c'est un film qu'au cinéma va pogner la rentabilité d'ici quelques semaines. En fait, moi, il y a 2 choses qui me surprennent, puis vous me reprendrez si j'ai tort, mais on a peut-être une confirmation de ce qu'on disait quand Tenet est sorti, c'est que Tenet, hors pandémie, il aurait fait ses frais, mais c'était pas le bon film pour repartir l'industrie, pour donner le goût d'aller au cinéma ou pour attirer des masses. Là. Tu sais, quand tu as peu de salles d'ouvertes, il faut que tu maximises vraiment ton
ton auditoire. Il faut que ça soit vraiment quelque chose de plus large, de plus fun, de moins compliqué, de plus spectaculaire. Puis je pense que Kong, ça rentre dans ça. Là. C'est le genre de film qui va attirer du monde. Là. Oui. C'est un bon pari parce que ils l'ont essayé comme on a parlé avec Tenet. Wonder Woman était un bon test aussi où là, ils essayaient comme les deux en même temps. Là encore une fois, il est sorti sur leur plateforme, c'est sur HBO Max. Par contre, il fait un bon résultat au cinéma. Fait que là, on a la confirmation que les gens sont prêts à se déplacer pour aller voir ce genre de divertissement-là. Ça va être intéressant pour le futur parce qu'on est dans une situation où le film fonctionne bien. Oui, puis on va en parler de ce qui est intéressant dans le film, mais en même temps, il est tout seul au cinéma. Il n'y a rien de comparable à ça. Là. Puis je pense que c'est pas pour rien que Warner ont voulu sortir le Snyder Cut il y a 2 semaines. Ils voulaient se laisser le champ libre pour cette sortie-là, maximiser le profit. Mais du moment qu'on va retomber à un cinéma qui était pré-pandémie ou des gros blockbusters comme ça, il y en avait presque à toutes les semaines. Là, ça va devenir plus compliqué. Mais pour le moment, le film a le champ libre, puis clairement, c'est ce que le monde avait besoin pour la réouverture des salles. Ça fait mieux que Tenet, et ça, c'est la bonne nouvelle. Puis l'autre chose, c'est un phénomène qu'on a remarqué, puis qui était dans les différents articles qu'on a vus, c'est que non seulement les gens se rendent au cinéma pour aller voir le film, mais sur HBO Max, ils ont des doublons. Donc, il y a des gens qui vont louer le film après être allés au cinéma. Puis je repensais à ça, puis je me disais, il y a probablement plusieurs films que j'aurais fait ça, moi, dans le temps. Ça arrive souvent que je reviens du cinéma, là, puis je le réécouterais, mais pas nécessairement au cinéma. Je voudrais juste le réécouter pour revoir les trucs, revoir des scènes que j'ai appréciées. Donc, est-ce qu'on devrait conserver la sortie numérique en même temps que le cinéma? Je pense que c'est un modèle que ça fait longtemps que les cinémas parlent qu'ils veulent faire, sauf que moi, j'irais avec le modèle qui parlait il y a quelques années, peut-être un an ou deux, le modèle que tu laisses une primeur d'une semaine ou deux au cinéma. Oui, pour attirer les gens vers la salle. Non, là, c'est parce qu'on est en modèle pandémie, là, ça fait que tu le sors en même temps, sauf qu'en dehors de ça, le modèle, moi, je le garderais, mais je laisserais, pour laisser la grosse fin de semaine du box-office au film, parce qu'en général, un film drop toujours de 30 à 45% dans sa deuxième fin de semaine, tu laisses sa première fin de semaine libre, puis après, tu le sors. Mais en même temps, mettre un 2 semaines comme ça va-tu vraiment donner quelque chose? Moi, je pense que les gens qui veulent aller au cinéma vont y aller, même s'il est disponible en même temps, et vice-versa. Je pense pas que le 2 semaines va. Non, mais je parle que le monde, je suis pas capable d'attendre, je vais aller au cinéma. Non, mais c'est juste pour la semaine, c'est juste un principe parce que, il y a plusieurs studios qui n'ont pas encore d'entente demain. C'est qu'il faut toujours falloir qu'il y ait un délai pour certains studios entre la sortie au cinéma et la sortie en VOD. Ça dépend du film aussi. Il y a des films à qui ça va faire plus mal de l'avoir en location en même temps que d'autres. Tu sais, je veux dire... Puis il y a certains... Puis je ne sais même pas comment Disney va réussir à le faire parce qu'ils l'ont vu. Je ne sais même pas comment ils vont s'arranger avec Black Widow en fin de semaine parce que comme ils se sont rendus compte qu'avec une plateforme payante en Europe, ils n'ont pas le droit de charger un supplément pour sortir le film. Est-ce que Black Widow, nous autres, comme des caves, on ne veut pas le voir au cinéma, il va falloir qu'on le paye 30$ à la plateforme de Disney, puis en Europe, ils vont l'avoir gratis? Non, ça, c'est un foutu bordel. Là. Puis de toute façon, les chiffres que Disney donne, c'est bien les chiffres que Disney veut donner. T'sais, on n'a pas vraiment d'assurance que ça fonctionne réellement ou que ça fonctionne très bien. T'sais. Moi, quand Disney me dit Mulan, là, ça a fait pareil comme si on l'avait sorti au cinéma. HBO ne veut même pas sortir, puis Warner, les chiffres pour la Snyder Cut. Ben non, c'est normal. Puis on n'en a pas parlé, là, mais il y a quelques semaines, justement, Warner, ils ont annoncé que, parce que là, pour 2021, tous les films sortent en même temps dans les cinémas et sur leur plateforme, mais c'est rien que pour 2021. Ils ont annoncé il y a 2 semaines qu'à partir de janvier 2022, ils retombaient. En fait, c'est pas le même modèle qu'avant, c'est rien que là, ils vont avoir, comme Alan parlait tantôt, des fenêtres d'exclusivité. Ça va être un mois et demi, 2 mois, dépendamment du film. D'après moi, ça a comme servi d'outil de négociation. T'sais, ils ont comme fait, on va vous laisser les primeurs, mais oubliez ça, ça sera plus du 3-4 mois. Ils devaient en avoir une coupe pareille là, à l'intérieur de ces grosses boîtes-là qui ont dû faire comme en fin de semaine. Qui ont eu peur. Oui. Tenet, ça a fait peur. Là. Même nous autres, on était inquiets. On se demandait, coudonc, y a-t-il un avenir pour le cinéma en salle, tout simplement? Là? On se pose la question, parce qu'ici, on a des expériences qui sont plus ou moins agréables, mais y a-t-il encore un désir des gens de se déplacer en salle? Puis en fin de semaine, on a une preuve que, écoute, j'aurais été très déçu de voir ce film-là en particulier sur mon écran de TV. Là. C'est ce que j'ai fait. T'as fait ça? Ben oui, je suis pas allé T'es pas allé au cinéma? Non, j'ai payé 20$ comme un cave pour l'écouter dans mon sous-sol. Quelle déception! Ben non, j'ai eu du fun pareil. La déception est venue d'autre chose.
Ah, OK, on en reparle. Ouais, Mais- j'espère que t'as pas bu de l'eau du robinet en écoutant ce film-là, en tout cas. Mais n'empêche que, Je tu me suis sais... fait appeler Tapwater tout le long. En Sur- plus, oui, j'avais littéralement de l'eau du robinet dans un verre. Ouais, mais c'est parce que sur grand écran... Non, mais t'as peu, là. Sur grand écran, c'était... Puis, tu sais, j'ose même pas imaginer l'expérience IMAX de ce film-là. Moi, j'aurais voulu aller le voir en Ultra VX. J'avais presque le plan D-Box. d'aller le voir en Ultra VX. Sauf que il y a comme une shit qui est arrivée à Québec jeudi passé. C'est fait que, mon plan est un petit peu tombé à l'eau. Mais même en D-Box, là, tu sais, avec les fameux sièges qui bougent, que je trouve toujours que c'est inutile, mais dans ce film-là, de la façon dont la caméra bouge, puis de la façon dont les plans sont faits, que des fois, t'es un peu dans l'espèce de petit vaisseau, là, ça aurait été complètement débile comme expérience. Ça, je vais en parler tantôt. Les plans filmés pour la 3D, quand les films sont pas en 3D au cinéma, là. Mais ça te donne le goût, là. Tu te dis, wow. En tout cas, hey, parlons du film. Kong, Oui, on se lance. Godzilla versus Kong, Kong versus Godzilla. Si on faisait un tour de table sur vos premières impressions. Ouais, je vais commencer. Visuellement, il est plus parfait que le deuxième, en fait le troisième. Scénaristiquement, c'est une catastrophe qui n'a aucun sens. Et il y a moins d'images symboliques et frappantes que Kings of Monsters, par exemple. Les scènes de combat sont incroyables parce qu'ils sont beaucoup plus longs. Mais en gros, tout est moins marquant que le deuxième. À mon avis, c'est le plus faible de la série, mais il reste un excellent divertissement. Jean-Luc? Moi, je me suis reclenché les 4 films. En fait, les 3 qui venaient avant d'écouter lui. Je vais dire comme Alan, là, au niveau du scénario, ces films-là deviennent de plus cons de film en film. Ah, c'est risible. Là, C'est risible. là, on a frappé le fond du baril. Oui, c'est Mais je suis terrible. pas sûr que ce soit une mauvaise chose. Parce que, tu sais, genre, les scénarios deviennent de plus en plus caves, puis ils servent à rien, mais en même temps, je trouve que ça fonctionne bien. Moi, ça serait probablement, genre, mon 2e/3e favori dans cet univers-là. Quand même, c'est plus con, mais visuellement, c'est probablement le plus le fun avec le premier. Est-ce qu'on peut s'entendre avant, mais est-ce qu'on peut s'entendre avant d'aller plus loin que y en a un qui est à part dans cette série-là, puis qu'on doit considérer. Skull Island, c'est à part, là. C'est un bon film. Point, là. C'est juste un bon film. C'est très, très bon. Les images, le scénario, la musique, les acteurs, tout est bien dans ce film-là. Là. Tout ce qui fait pas de sens se tient dans ce film-là parce que c'est le fun puis qu'ils réussissent à se le faire oublier. Le fait qu'il y a trop d'hélicoptères, le fait que la terre creuse fait comme quelle idée de cave. On va y revenir là-dessus aussi. Mais Skull Island, te le fait oublier, ça, parce que le film est le fun du début jusqu'à la fin. Puis le pire est probablement Godzilla de 2014, où je pense qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, on se crisse des humains. Là. Ouais. C'est le gros problème du film. Là. Il y a au moins. Hey, je l'ai timé. Là. Godzilla apparaît pour la première fois après 48 minutes. Ouais, mais tu le vois 6 minutes au total, le film. Ah, comme ça quand tu le vois, c'est sous la pluie. Mais tu sais, il y a des scènes vraiment cool dans le premier Godzilla. Là, quand il se tire en avion, puis qu'il y a une espèce de plan de la ville qui sont en train de traverser les nuages, qui tombent à côté de Godzilla, je trouve que l'effet de comment le monstre est gros par rapport aux gens puis les dégâts qu'il fait sur la ville, c'est probablement celui qui le rend le mieux. Puis c'est un peu le problème du dernier. Il débâtissent une ville au complet, puis tu as l'impression que c'est des maquettes. Ce réalisateur-là, par rapport aux proportions, il est super fort. Quand il s'appelle, rappelle-moi comment il s'appelle. Gareth Edwards. C'est le gars de Solo, ça? Pas de Solo, non, mais non, Rogue exactement. One? C'est parce que. Ouais, c'est le gars de Rogue One. Réécoutez Rogue One, puis checker les rapports de proportion avec les vaisseaux, puis tout. Juste avec les AT&T. Quand ils sont dans la scène de la plage, puis qu'ils sont à côté des AT&T, écoute, ils n'ont jamais eu l'air aussi gros, là. Exactement, c'est parce que c'est un gars qui travaille beaucoup avec ça, puis que tu prennes Rogue One ou Godzilla, ben tu vois que oui, les rapports de proportion sont super importants. Mais tu vois qu'il y a un shift à partir de Godzilla. Tu vois que Godzilla veut répéter ce que Skull Island a fait. Ils sont pas capables, c'est moins fort, c'est moins bon, il y a moins de monstres. Ils essayent de se prendre beaucoup au sérieux, puis il y a beaucoup de trucs, tu te dis, OK, ils veulent vraiment là, ancrer ça dans le réel. Puis dans King of Monsters, c'est un 180 degrés. Là. C'est comme, OK, on est dumb, on est cave et on s'en calisse, puis c'est n'importe quoi, puis on veut des monstres qui se pètent la gueule. Puis dans le dernier, c'est quasiment drôle, les humains, dans le dernier. Ça n'a pas de bon sens. Là. C'est juste idiot. Les humains sont littéralement... Ils servent rien qu'à amener les monstres, à les faire se promener d'endroit en endroit. Même... comment elle s'appelle? Billy Bochos. Oui, la petite Number 8. Billy Bobby Brown.
Millie Bobby Brown, ils ont ramené le personnage, mais pourquoi? Hey, sérieusement, en plus, en pleine période de pandémie où ce que Facebook a fermé 90% des pauses de conspirationnistes, c'est une conspirationniste, hostie. Hey, ça, là, je ne peux pas croire que dans les studios, ça s'est pas discuté, là. Ça s'est pas dit, les gars, on fait... Tu sais, au moment où on l'a écrit, au moment où on l'a filmé, on n'a pas pensé à ça. On se pensait comme un petit X-File drôle, mais le petit X-File drôle, après 1 an de pandémie, là, c'est plus drôle, là. Parce que pour faire le lien qu'on parlait tantôt de l'eau du robinet, parce qu'à un moment donné, qu'elle va rencontrer le gars qui fait un podcast, parce qu'elle l'a trouvé, parce qu'à un moment donné, il a parlé de l'eau de Javel, ils ont été parler à un gars d'épicerie pour savoir qui achetait plus d'eau de Javel dans la ville, ce qu'elle a trouvé le gars en peu de secondes. Mais la compagnie qui a construit Mega Godzilla, qui a construit des vaisseaux qui sont capables d'inverser la gravité, ils ont un hyperloop entre la Californie et Hong Kong aussi. Hey, sérieusement, là, t'appelles la compagnie d'Internet, tu dis d'où ce qui vient ce feed RSS là, puis ils te donnent l'adresse du gars, ça prend 2 secondes. Là, c'est pas super compliqué. Eux autres, ils se promènent dans le building, il n'y a pas un esti de chat. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne. Ils sont tous les trois, puis ils se promènent, puis ils ont tous les codes, ils ouvrent les portes, il n'y a jamais personne. Ouais, ils ouvrent les portes en coup de tournevis d'un circuit. À m'amener, Millie Bobby Brown a fait un code au hasard. Oui, ça ouvre la porte. Je pense que c'est littéralement 1, 2, 3, puis la porte ouvre. Puis, à un moment donné, il parle d'une conspiration que le fait que si le Flo qui est avec les autres, il est con puis qu'il accepte toutes les réalités, c'est parce qu'il boit de l'eau du robinet, puis il y a du fluorure dans ce eau-là, puis le fluorure, ça a été injecté dans l'eau pour nous rendre plus dociles puis nous faire avaler n'importe quoi. Hey, j'étais dans le cinéma, là, puis je regardais le monde avec le masque, puis je me disais, hey, Chris, c'est tellement pas le moment. Mais moi je l'ai vu comme, tu sais, le scénario est tellement cave, puis tu sais, genre, clairement, ils s'en sont rendus compte, ils savent que c'est n'importe quoi, que hey, on s'en va dans le centre de la Terre, dans une Terre inversée où les monstres vivent là, puis on va trouver de l'énergie qu'on va cloner pour décoller. Tu sais, c'est tellement innocent, ça, tu sais, c'est écrit sur un coin de table. Je me suis dit, le côté conspirationniste, ils vont, tu sais, je pense pas qu'il faut le voir comme quelque chose de sérieux. Pas glorifié, c'est plus. Exact, c'est ça. C'est cave, tu sais. Mais écoute, d'abord, l'argent qu'il y a dans ce film-là, tu sais, je veux dire, Kong, ils ont fait une grosse crise de bâtisse au-dessus de lui. Oui. Ils ont un hyperloop entre Californie et Hong Kong. Et ça, là, c'est... De film en film, là, ces éléments-là deviennent de plus en plus gros. Tu sais, le premier Godzilla, c'est comme... On est en 2010, genre, Godzilla arrive, comment on deal avec? Littéralement, là, à chaque film, il se rajoute des milliards en investissement en avancée technologique. Dans le troisième. Des dômes pour les protéger. Hey, dans Kings of Monsters, il y avait un vaisseau qui était plus gros que Ellie Carrière. Ça n'avait pas de sens, ça. Ouais, mais t'as peu. Là-dedans, man, là, le gars, littéralement rendu en Antarctique, il se tourne vers la fille et il dit... Ouais, là, on vient de perdre une flotte complète, fait qu'il faut pas abandonner. Et là, je réfléchis, puis je me dis, c'est vrai, Chris, il se battait avec les bateaux des mains. Fait que il y avait clairement un bateau qui doit valoir genre $1 milliard des mains. Et tout ça, là, avec un plan qui se résume à un multimilliardaire demande à un professeur déchu qui a écrit un livre d'une théorie broboche en lui disant, peut-être ça te tenterait-tu d'aller voir si c'est vrai parce que ton frère est mort en y allant. Puis lui, il fait comme, OK, fait qu'on va te donner nos 2 bateaux. Puis, genre, tu sais, on dirait que personne n'est concerté. L'armée américaine envoie le flotte au complet avec eux autres pour qu'une petite fille qui parle à King Kong lui dise peut-être que ta famille est dans le centre de la Terre, puis on va espérer que King Kong, dans le milieu de l'Antarctique, trouve un chemin pour se rendre dans le milieu de la Terre. Tu sais, c'est tellement débile. Le scénario, il fait comme on avance, on dit des choses, puis on continue. Non, mais pas juste ça. Et puis le scénario, à un moment donné, il se coupe de lui-même pour soutenir tes séquences. C'est comme, hey, Kong, c'est pensé qu'on pourrait l'embarquer sur un bateau. Non, ça n'a pas de sens, je peux pas y faire ça. Plan d'après, il est sur le bateau. OK, mais OK, comment ils ont fait pour l'embarquer sur le bateau? Comment ils ont fait pour l'endormir puis mettre un collier qui injectait des oui, parce que quand il a dit qu'il y a un sédatif, j'ai dit tabarnak, quel hostie de sédatif que ça prend? OK, puis là, Kong il est endormi là. Puis là, il décide de faire passer par des routes que Godzilla prend pas normalement. C'est sûr que Godzilla va se sentir, puis il va y aller. Puis, tu sais, on avait tout le temps de voir la bataille dans l'eau, qui était fucking épique, parce que sérieusement, au niveau des proportions, puis encore du poids dans ce film-là, quand Kong donne des coups, ses bateaux, puis l'eau lève partout, là, tu sens une lourdeur, c'est majestueux, c'est beau, ça n'a aucun bon sens. Puis quand il décide de se taper dedans, ces deux-là, c'est incroyable. Ah, mais c'est magnifique, là.
Kong qui saute d'un bateau à l'autre puis qui saute sur le porte-avions, là, hein, puis non. Hey, les avions qui pètent en plein milieu parce qu'ils chassent comme des mouches, littéralement, là. Genre, avec vous sa queue, nous dérangez, là. Paf, là. Et c'est hallucinant, là. Et, tu sais, moi, je suis allé avec mon gars. Ouais, mais moi, je suis allé avec mon gars, tu sais, mon gars a 10 ans, là. Vous auriez dû y voir les yeux quand ça se tapait sa gueule. Puis je suis content parce que la dernière fois qu'on était allés, il y avait trop d'humains encore. Puis mon flow perdait un peu d'intérêt. Tu sais, les grandes discussions géopolitiques avec des kaijus, on s'en crispe, ben honnêtement. Là. Même personnellement, tu sais, je suis prêt à accepter que c'est dumb. Même ça me faisait rire, pas rire genre « Oh non, c'est bien mauvais ». Rire genre « OK, ils ont compris là, que je suis pas là pour ça. » Là. Ouais, mais c'est parce que dans Kings of Monsters, on avait dit le problème, c'est qu'il y avait toujours des humains entre les pattes des titans qui se battaient. Non, c'est ça. Ce qui là. fait pas de sens. Ça fait que il y avait le problème des films de catastrophes des années 2000 là, qui étaient réalisés par M. Emmerich et compagnie, où ils suivaient la mentalité de Twister, qui disait que si tu veux avoir du fun, il faut que tu sois dans le milieu de la tempête. Il faut que ton humain soit dans le milieu de la tempête pour que ton auditoire care à base. Parce que ça, là, c'est des monstres, puis on care à propos des monstres. On se crise des humains. Ben, c'est parce qu'ils ont essayé de nous mettre dans le rôle de « Et si vous y étiez? » Non, mais je veux pas y être, je veux le voir. Mais ce qui fonctionne avec ce film-là, puis avec Skull Island aussi, puis moi, je suis un team Godzilla. C'est mon monstre préféré. Là. Mais tu sais, Godzilla, c'est un anti-héros. Je veux dire, il brise presque autant qu'il sauve, mais en tout cas, au moins, il protège l'humanité. Mais je veux dire, il n'est pas très attachant, il interagit pas beaucoup. Mais Kong, c'est un personnage que tu t'attaches, puis ils ont bien fait ça dans le film. Ça commence, ça finit avec lui. Il y a des réactions, ils discutent. Fait que, le personnage principal du film, ben oui, c'est Kong. Puis d'avoir un personnage comme ça, t'en as plus besoin des humains parce que t'en as un personnage qui te fait vivre l'action, qui lui se développe, qui vit des choses. C'est Kong. On l'a, notre personnage principal. Ben, fait que tu mets le côté humain après pour expliquer des choses, mais là, t'es pas pogné avec Godzilla. Tu peux pas vraiment dire, on va le suivre pendant 10 minutes. Il jase pas, il écrase des maisons. Il n'y a pas grand-chose à faire avec. Mais Kong, il y a comme une espèce d'humanité dans le personnage. Puis on peut s'attacher, le suivre, puis ça devient un peu lui, le héros. L'attaque de Godzilla sur la première séquence, là, où il décalisse toute la compagnie la base d'Apex. Là, ouais. Wow! Avec le rayon laser dans la gueule, puis go, mon homme! Pour revenir, tantôt, je parlais des sauts scénaristiques, je parlais de la bataille des bateaux. Là. Quand, à la fin, Kong a failli se noyer, puis il était sur le dos, qu'ils ont décidé que le seul moyen de faire partir Godzilla, c'était d'y montrer qu'il avait gagné. Fais le mort, on coupe les moteurs. Tu sais, t'as Godzilla qui sort de l'eau, qui voit vraiment le singe qui est encore vivant, qui le regarde, puis il fait comme ah ouais, ben il a arrêté de bouger, puis ils ont coupé les moteurs. C'est que je les ai domptés, hein. C'est parce que Kong n'avait aucune chance de gagner dans l'eau. Il n'y en a aucun des deux qui pouvait se loquer. C'est que là, ils ont fait comment on fait pour sortir de cette situation-là? De la façon la plus caf possible. On coupe les moteurs et on dit... On dit ça au monde dans les attaques d'ours. Faites-le mort. C'est commande, Carlis. Puis ce qui est le pire, c'est que... c'est l'ours qui dévore le monde après. En général, quand tu fais ça, c'est toujours l'ours qui raconte de quoi. Il fait comme, si le gars, il est arrêté là puis il me laissait le manger. Mais il faut arriver après ça. Si vous aviez trouvé qu'on avait peu ou pas d'intérêt pour les pauvres humains dans Metropolis, dans la bataille du Snyder de Man of Steel. Mais on n'a pas encore parlé du milieu de la Terre. Non, on va y revenir, mais Hong Kong, là, j'aurais aimé avoir un décompte de morts pendant que ça se passe. Ça n'a pas de bon sens. Il y a une scène où Kong, littéralement, se replace une épaule en débâtissant un building. Il s'accote sur le building, puis il se replace l'épaule. Moi, j'étais là, bon, là, il est prêt à aller se battre. 1000 morts. Puis tu sais pourquoi tu as eu le réflexe de dire il est prêt pour aller se battre? Qui faisait toujours ça avec le vigilant à la fin du film? Je sais pas. Martin Riggs. Oh, c'est ancré dans notre tête. C'est vrai. L'arme fatale. Si quelqu'un se replace l'épaule, c'est parce qu'il va étorcher le méchant après. Non, mais c'est quelque chose, là. Mais c'est parce que je suis d'accord avec Jean-Nic. Combien de morts ça a pris pour lui remettre l'épaule comme faux, ça? J'aurais aimé avoir l'information. Hey, le creux de la Terre. OK. Il se rend en Antarctique. Et là, dans le scénario de Cave, c'est fais-y comprendre que s'il ne trouve pas, anyway, on peut pas repartir. Fait que c'est ça. Moi, là, j'ai tellement halluciné. Là. Genre, le scénario puis les scénaristes, ils ont tellement pas de temps à perdre qu'ils ont dit ils vont là pour chercher de l'énergie pour powerer Mechagodzilla. Comment ils vont transférer ou utiliser l'énergie? Ils en prennent un bout, ils la scannent. Ça, j'ai pas compris. Il envoie une fréquence, il envoie une fréquence, à partir de la fréquence, il réplique l'énergie en quelques secondes. C'est tellement niaiseux. J'ai pas compris, moi, ce bout-là. Même que, gars, vous me l'expliquez parce qu'à un moment, je me suis dit,
Ils ont trouvé l'énergie. Puis là, il y a un genre de... Comment ils vont l'envoyer? Il se casse pas la tête, il dit une phrase qui n'a pas de sens, monte un ordinateur qui télécharge l'énergie dans le robot, puis là, le robot est prêt. Ça n'avait pas de sens. Mais sauf que, tu sais, l'idée, c'est parce que dans Skull Island, il avait parlé qu'il y avait des réseaux de tunnels, puis qu'il parlait du Hollow Earth, donc la Terre creuse. Parce que là, ils ont poussé plus loin. C'est pas juste un réseau, c'est qu'il n'y a pas de noyau central de la planète Terre. C'est un univers parallèle où ce que les deux hémisphères se croisent, donc tu as deux champs gravitationnels différents, et c'est vraiment vide. Puis il y a de la lumière. On a voulu y aller. On a voulu y aller, mais là, il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux. Puis pour y arriver, il faut que tu passes d'une grosse grotte. Puis tu sais, il paraît que c'est super dur à trouver, mais il y a un trou qui est assez gros pour faire tomber un singe de 150 mètres dedans, qui tombe pile dedans. Mais tu sais, jamais personne n'a trouvé ça. Mais il y a un trou là, de 300 mètres de diamètre. Ben oui, Alan, ils l'ont déjà trouvé. Ils l'ont expliqué dans une phrase dans le film. Ils disent que le frère de Skarsgård est mort en essayant. Mais pourquoi il avait besoin de Kong pour y aller s'il l'avait déjà trouvé? Non, mais... Parce que Kong, dans son ADN, il va se rappeler comment retourner à la maison. Ouais, puis il va trouver sa famille. Okay. Là, on va y aller. Là, Kong s'enfarge, il tombe d'un trou, il tombe de 15 000 km de haut, puis quand il tombe sur une montagne après ça, parce qu'en plus, il faut qu'il traverse un portail temporel ou je sais pas trop quoi, parce qu'il y a vraiment un portail qui traverse. Ça, oui. Puis ça arrive qu'une fois, parce que quand il retourne sur Terre, il n'existe plus le portail. Ils n'ont plus besoin. Il tombe de 15 000 km. Puis quand il tombe à terre, là, ben, c'est juste drôle, puis il déboule. Puis c'est un événement humoristique. C'est tombé de 15 000 km que tu pèses environ 300 000 tonnes. T'écrases pas, puis t'éclates pas. Là. C'est juste humoristique. Et ton frère, il s'est fait écraser par la pression parce que c'est trop compliqué. Mais heureusement, on a un vaisseau qui va pouvoir, soutenir cette pression-là. Et le plan d'après, ils n'en ont pas un. Ils en ont genre 4. C'est comme tabarnak. Ils en ont pas rien que 4. Ils semblent être pilotés par genre une fille qui parle au singe et une enfant aborigène. Le frère un vieux professeur d'université, genre, on va vous mettre au bain. Je veux dire, j'embarque dans un char qui n'est pas le mien, puis il faut que je m'habitue. Mais ces gens-là semblent capables de runner des vaisseaux faits pour inverser la gravité, comme si Einstein fait ça. Et là, quand ils arrivent là... Mais ils ont des vaisseaux qui inversent la gravité de même, mais ils ne sont pas capables de donner de l'énergie à un gros robot, par exemple. Non, ça il n'y a qu'à 40%. Non, ça lui prend absolument l'espèce d'énergie qu'on télécharge. Là, je sais pas comment. Il aurait dû aller sur Pirate Bay pour la trouver, ça aurait été moins compliqué. Non, mais honnêtement, celle-là, je ne l'ai pas compris. Vous me l'expliquez, mais je la comprends pas encore. Là, parce que moi, dans ma tête, il allait chercher la roche puis il la mettait dans le robot. On se rend compte que. Mais il n'y avait pas le temps dans le film. Il n'y avait pas le temps. Ils ont téléchargé la roche dans le robot. Ils ont téléchargé la roche, crime. Voyons! Chris. Puis de toute façon, là, on se rend compte que finalement, le Hollow Earth, c'est vraiment, tu as deux hémisphères. Tu as comme le haut puis le bas, puis la gravité se rencontre. Mais la Terre est ronde. Dans le fond, il devrait en avoir 4, ça devrait être un cube. Puis il y a un soleil en plus. Tu l'as dit tantôt, c'est ça qui est génial. Mais les espèces de cobras volants, les monstres qui étaient là-dedans, ils étaient vraiment, vraiment beaux. Vraiment cool. C'est sérieusement, encore une fois, une belle séquence de combat avec Kong. Puis après, Kong découvre qu'il peut flotter puis changer de gravité comme il veut. Et là, il trouve le temple de ses ancêtres parce que ses ancêtres, ils étaient dans le temple de quoi? Parce que je suis sûr que j'ai vu cette séquence-là dans Seigneur des Anneaux 2-3 fois, ce temple-là, mais... Mais ce qui est le fun en plus, c'est que le temple, il est comme genre juste bien aligné où le trou. Tu sais, il est pas trop loin. C'est pas trop loin pour y aller. Je veux dire, tu tombes dans le trou, puis tu fais 2-3 pas, puis le temple est là. C'est quand même pratique. Mais en tout cas, on a découvert que les ancêtres de Kong, c'était des sculpteurs. Oui. Ils se sont fait des haches magiques avec des écailles de Godzilla qui ont déjà tué dans le passé. Oui, mais c'est drôle que tu parles du Seigneur des Anneaux parce que la hache est comme les épées dans le Seigneur des Anneaux, genre elle brille quand les méchants bleu. Et là, comme les épées exactement, magiques, ça fait que t'as Kong qui trouve son trône avec la hache. Et pendant qu'il trouve ça, t'as Godzilla qui est en train de détruire Hong Kong en haut parce qu'il a découvert, il a senti qu'il avait décollé Mega Godzilla, ce qui va aller le détruire parce que Mega Godzilla, ils sont capables de le contrôler avec un crâne de King Ghidorah. Ouais. Ça fait que lui, il va aller tuer Ghidorah parce que ça sent ça. Donc là,
Kong, il sent l'écaille qui est activée par Kong. Et là, il décide de cracher à terre et faire un trou de 15 000 km de profond. Puis là, il regarde 15 000 km plus bas, puis il voit la face de Kong en bas. Puis là, Kong de l'autre côté, 15 km plus loin, il regarde, il fait comme tout mon tabarnak, je te vois. Mais, je m'en viens que j'ai une hache. C'est parce que c'est quand même juste 15 000. Je me trompe pas, c'est 32 000 km. Là. Écoute, quand on voit Godzilla qui le sent, puis que, tu sais, genre, sur Terre, ça prend vraiment du temps avant que les deux monstres se rencontrent. Tu sais, je veux dire, il y a quand même un jeu de chat et la souris sur Terre. Mais quand il y en a un en dessous puis un sur le dessus, il faut juste cracher sa terre puis tu peux aller le trouver tout de suite avec un tunnel. Ah, Godzilla, il fait le ménage. Quand il décide que ça pue le gorille, là, il va le trouver la rapidement. Hollow Earth, il n'y a rien de compliqué à trouver. Là. Tu fais un trou, je compte que tu y arrives. C'est pas compliqué. Même que ça aurait pu être dangereux pour les contracteurs de creuser un peu trop creux puis de pogner à m'amener un oiseau de la Hollow Earth ou je sais pas trop quoi. C'est quand même dangereux. Et là, Kong peut aller se battre contre Godzilla. Tu te trouves à faire, c'est sauter dans le trou. Mais là, il n'y a plus besoin de portail temporel ou de traverser une dimension pour arriver sur Terre. Non, il fait juste grimper. Trou, puis, il grimpe puis il sort du trou. Ouais, il sort dessus du trou, puis... non, il grimpe pas, il se laisse tomber. Oui, mais à un moment donné... Oui, c'est vrai, il pogne la hache, puis... Ouais. Mais là, à partir de ce moment-là, une fois que Kong est sorti du trou, tu oublies la première heure réveil du film, puis tu te laisses emporter par la dernière demi-heure. Ah oui, là c'est du plaisir. Le fun embarque pour de vrai. Là, c'est du plaisir. Puis, je sais pas si vous avez eu cet effet-là. Vous rappelez-vous, à Ronde, à Montréal, les cinémas 3D où les sièges bougeaient, là, puis que t'étais comme sur une île fantastique, puis il y avait des dinosaures. Puis le film est filmé un peu comme ça. T'as l'impression que t'es toujours genre autour d'eux autres ou dans une espèce de... On dirait que c'est... Comme un manège. Exactement. Moi, le film m'a donné l'impression d'être d'un manège. J'ai vraiment l'impression que c'est filmé pour que tu aies cette impression-là d'être impliqué dans le combat. Et ça rend le combat tellement cool d'être au travers, d'être l'espèce de petite... On en parlait, puis c'est plein d'idées connes, genre les vaisseaux qui changent de gravité. Là, mais quand ils sortent, justement, il y a comme un moment où tu es comme dans le cockpit du vaisseau, puis ils passent à côté de Godzilla, qui manque les croquets. Puis après ça, ils se ramassent à côté de Kong, puis ils font le tour. Puis je me disais, fuck, genre, voir ce film-là sur un écran IMAX avec un son incroyable, puis un siège qui shake, là, ça doit être genre génial comme feeling. Ah, c'est incroyable. Le film a été pensé de même, clairement. Ah, vraiment, il a été filmé pour ça. Là. Puis tu parlais tout à l'heure du 3D, Alan, puis c'est vrai qu'il y a des séquences, à un moment donné, c'était écrit, là, mettez vos lunettes. Ouais. C'était écrit ça. Moi, c'est parce que ça m'énerve toujours, parce qu'il ne faut jamais oublier que les représentations en 3D depuis les dernières années, c'est en drop. Puis même au niveau des TV, ça fait des années que c'est abandonné. Ça fait que quand tu penses encore à écrire un film demain, c'est parce que c'est un misfire direct, là, parce que c'est 10% du monde qui vont au cinéma qui vont le voir demain, puis par après, à la télé, là, ça n'arrivera plus jamais. C'est que tes séquences ne fonctionnent plus. Tu regarderas après Avatar, tous les films qui avaient sorti, parce qu'il y avait toujours les plans de caméra qui remontaient par en haut, qui faisaient le tour de des ponts, puis c'est tourné pour la 3D. Tu réécoutes ça sur tes TV, puis à chaque fois, tu fais comme stick, c'est cheap. Oh, ben, tu te dis séquence inutile. Mais j'ai l'impression que c'est comme les studios qui obligent je sais que c'est à mettre 2-3 scènes parce que là, les cinémas peuvent charger le gros prix parce qu'il y a 2-3 scènes 3D. Je suis totalement conscient de ça. Puis il y a des enfants qui aiment ça aussi. Je regardais mon gars durant la bataille de Hong Kong, là. Puis écoute, là, je m'imaginais à son âge, si j'avais pu voir ce film-là, comment j'aurais trippé, là. Tu sais, mon fils, il est sorti de là, il avait la bave blanche sur le bord de la gueule, là. Il était hype, là, à un niveau, genre, incroyable, là. Puis je me disais, quel bon film! La première partie de la bataille entre Kong et Godzilla, c'était vraiment malade, avec la hache, les Godzilla qui crachaient partout sur la laser, puis et tout. Le bout que j'ai trouvé plate, un petit peu décevant, parce que c'est là que j'ai fait une grosse comparaison avec Kings, c'est que quand Godzilla gagne le premier round, puis que Kong est en train de mourir, puis là, il faut qu'il ressuscite. Ça fait qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent y faire un électrochoc avec les vaisseaux antigravitationnels. C'est pratique. Et ouais, sauf que là, tu as Alexander Skarsgård qui pogne le vaisseau, puis qui inverse les pôles, puis tout, puis qui donne un grand coup dans le chest de Kong, puis il ressuscite. Là, tu fais comme... Ouais, c'était cheap, c'était laid. Kong s'enlève bien craqué, puis tout. Puis là, tu fais comme... Tu te rappelles le film d'avant, quand Godzilla était mort? Puis tu penses à Mothra qui vient de se sacrifier pour le réveiller dans la couleur bleue, la majestuosité de la séquence sur grand écran, à quel point c'était beau le sacrifice de Mothra, comment c'était bien tourné, comment les effets spéciaux étaient beaux, puis tu fais comme, ouais, là, c'est un vaisseau qui a fait un pouf, puis là, pas starté. C'est comme, un vaisseau qui a coûté très cher.
Ouais, sauf que Qu'on sacrifie l'effet sans aucun problème. l'effet n'était pas le même pantoute. Tu regarderas la séquence du sacrifice de Mothra, là, tu vas voir qu'on n'est pas dans la même gang. Là. Mais on n'a pas parlé beaucoup de Mechagodzilla. Ben, on est rendu là parce qu'une fois que c'est là, c'est là que Mechagodzilla embarque. C'est nice. Ben, personnellement, j'ai aimé le fait qu'ils ont fait un robot qui avait de l'air cheap. Mm. Tu vois, il y a les plaques de métal et les boulons. Là. Oh oui, vraiment, là. Puis, tu sais, l'espèce de petite démonstration où, d'ailleurs, les 3 personnages aussi épais qui se ramassent en plein milieu de l'arène où ils testent le Mechagodzilla, là, puis personne ne s'en rend compte qu'ils sont là. Ils font tester sur les monstres de Skull Island Ah oui, qui sont allés chercher pour faire les tests. C'est n'importe quoi. Mais dès que tu vois cette séquence-là, tu te dis, OK, ça promet pour la fin. Ils vont nous présenter quelque chose à la fin qui va fesser dans le dash, là, qui va être cool. Et ça réussit. Puis, moi, la shot là, où les deux s'échangent comme le beam, là, Ah là, t'as oui. le beam de Godzilla, puis le beam de Mechagodzilla, puis là, il passe dessus, puis Godzilla se fait brûler, puis il est comme, tu sais, what the fuck, là, c'est la première fois qu'il se fait rosser de même. Il avait pris des bonnes notes des Jaegers du premier Pacific Rim avec les jetpacks dans le dos, puis même au niveau des mouvements, tu voyais qu'il y avait une lourdeur, puis c'était pas ultra rapide, que tout le monde bougeait. Puis même de la façon qu'ils avaient fait Mechagodzilla, ils ont fait les bras plus longs. Oui. Comme ça, il était plus capable de se battre comme à peu près comme King Kong. Ça fait qu'il était beaucoup plus efficace au niveau de ses bras. Donc, non, c'était plutôt efficace. C'était toute une machine de guerre. Puis le deuxième round de Kong qui décide de péter une coche, là, ben, le singe, là, ben, c'est tout qu'un singe. Hein. Mais, Il fait le ménage assez vite. Ah, il fait le ménage. C'est terrible. Et ça nous laisse sur l'avenir de cette série-là maintenant qu'on arrive un peu à la fin. Est-ce qu'on veut que ça continue? Est-ce que. Les studios veulent que ça continue. Personnellement, moi, je trouve qu'ils ont une belle ouverture parce que si on prenait Kings of Monster, Rodan, là, puis King Ghidorah était tellement awesome. Là. On en veut plus de ces monstres-là. Mm-hmm. On va parler de l'éléphant dans la pièce. Là. Le roi des kaiju, le plus impressionnant, celui qu'on n'a pas encore vu, qu'on veut tous voir, c'est Gamera. Ouais. Gamera la tortue. Fait qu'il faut qu'il nous la ramène dans le prochain. Ouais. Est-ce qu'on va perdre du monde quand on va être rendu là? Ou les humains vont-ils être encore Sérieux, vraiment. moi je l'aime, Gamera. Je veux dire, rendu là, c'est. Je veux dire, moi, je fais partie de la population générale là, qui aime bien les films de monstres, mais qui n'est pas un tripeux de cet univers-là. Puis je te dirais que tu m'as amené au plus loin que je pouvais aller. Là. Ouais. Là, dépasser ça, je vais commencer à faire comme pour une bande d'initiés. Là. Je vais vous amener sur 2 choses, puis vous me direz ce que vous en pensez. Le premier, peut-être un peu plus humoristique, c'est la deuxième franchise de Warner avec un versus entre 2 monstres. Oui. Puis moi, je trouve que c'est le plus intelligent des deux. Malgré tout ce qu'on vient d'en dire. Ça va bien. J'aimerais ça qu'il continue aussi con que ce soit. Mais il y a quelque chose, par contre, que j'ai apprécié et j'ai eu du fun dans le film, mais en même temps, moi, le fait que ça soit, c'est du CGI. C'est 2 bobites en CGI. Il y a beaucoup de moments dans le film où je me disais, j'écoute une cinématique de jeu vidéo. Puis, je comprends que les moments d'humain, on n'en a pas besoin, puis, ils sont vraiment accessoires, mais quand c'est rien que du combat, surtout avec du CGI de même, je me dis, j'ai l'impression, c'est ça, de regarder une cutscene dans un jeu vidéo de Play 4 entre 2 combats, là, un jeu dans lequel je joue pas. Puis, autant le premier Godzilla avait des défauts puis qu'on ne voyait pas assez Godzilla. Par contre, le fait qu'on le voyait très peu, ben, ça faisait que dans les moments où on le voyait un petit peu, puis il y avait du brouillard, puis tout, ben, c'était impressionnant, puis tu y croyais. Là, le fait que les monstres soient au grand jour comme ça, ils nous les montrent, c'est cool. Mais j'ai comme, on dirait que je me dis c'est cool pour une demi-heure, mais c'est dur pour un film de 2 heures. J'appellerais ça le syndrome Jurassic Park. Quand Spielberg filme son premier Jurassic Park, il y a beaucoup des séquences qui étaient influencées sur ce qu'il est capable d'amener sur le plateau. Ça me prend de la pluie parce qu'on ne peut pas montrer le robot, il est trop laid. Ça me prend du brouillard parce que je ne serais pas capable d'y montrer les pattes. Ça me prend... Bon, là, ce plan-là, je vais être obligé de le faire parce que je ne serais pas capable de le montrer en train de... Et ça pose des défis au réalisateur. Puis là, on tombe vraiment dans le bout cinéma, dans le... Qu'est-ce que tu as comme défi qui t'oblige à être créatif? Puis c'est ce que tu observes dans Jurassic Park, parce que quand tu regardes les nouveaux Jurassic Park, il n'y a plus d'embûche à la créativité. Je veux dire, tu veux voir un gros monstre en battre un autre, ben tu le montres. Le meilleur exemple, plutôt que parler d'une franchise de film, tu peux parler d'un réalisateur. Tu peux prendre Michael Bay avant Transformers et après Transformers. Michael Bay, à l'époque où il y avait des contraintes puis qui était encore sur les effets pratiques, que tu prennes Bad Boys 1, 2, même au niveau de Armageddon, où il y avait toujours des contraintes, que tu prennes de Rocher, il y avait des contraintes, où il était beaucoup dans le pratique, puis il est arrivé dans Transformers, puis on dit, ben, tout ce que tu veux faire, on va le faire. Parce que des fois, ça ne te force pas à réfléchir.
Exactement. Tu te dis, Il a arrêté de ça va être réfléchir, bon. puis il a arrêté de se casser la tête, puis il a pu faire tout ce qu'il voulait. Ça fait que à partir de là, sa carrière est partie en downhill total. Parce que, tu sais, il y a des façons de voir les monstres sans les voir, tu sais. Puis Alien, pour pas faire un lien avec ce qu'on va parler tout à l'heure, c'est la force du premier Alien. Et c'est ce qui fait que les nouveaux Aliens, je les trouve pas efficaces. C'est que Alien, tu le vois pas, le monstre. Ou quand tu le vois, ça devient tendu, tu sais. Ça devient comme... Ça a un même certain temps- nombre d'utilisations, parce que moi, c'était comme... Moi, j'aime beaucoup Aliens. Je préfère le premier Alien, mais j'aime beaucoup le deuxième. Puis ce qui fonctionne dans le deuxième, c'est que c'est le contraire. On les On voit. a laissé tomber le thriller, le côté horreur, le côté oppressant. Ben, il est encore là, mais il y en a. On est avec des militaires, le monde a des guns, puis il y en a à l'infini. Il y a un S, puis c'est un S majuscule. Dans le deuxième, là, on envoie de la bébite. Puis c'est ça qui est trippant. Moi, j'aime ça, mais en même temps, ça a une limite à ce que tu peux faire avec une franchise comme ça. Puis je suis d'accord un peu avec toi, Martin. Je ne sais pas si on est rendu au bout puis si j'en prendrais d'autres. Mais clairement, les studios vont en vouloir d'autres. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire après. Je te dirais juste que c'est deux genres. Il y a des soirs où je vais filer pour voir deux monstres se taper sa gueule puis je veux tout voir. Puis il y a des soirs où je me dis, crème, je prendrais ce genre-là, mais juste une affaire plus brillante, là. Comme Cole Island, là, dans le fond. Exact. Le film fonctionnait, puis en plus, ce qui était le fun avec Cole, c'est que là, à un moment donné, c'est le problème toujours de ces films de Kaiju-là, c'est que c'est cool de voir une ville se faire détruire, mais à un moment donné, là, il faut que tu sois plus terre à terre. Tu peux pas en détruire à tous les films que tu sors aux 2 ans parce que, pauvre humanité. Moi, selon mon avis, si la compagnie Apex, puis même Monarch, autant d'argent, là, c'est parce qu'ils ont fait comme Tony Stark, ils sont partis des compagnies de construction, puis ils rebâtissent les villes. C'est clair. Ils sont assurés. Ils savent que le monde sont assurés. Ils ont eu la même idée que Tony Stark. Ils ont parti une compagnie qui répare ça, puis ils ramassent le moton. Ah non, c'est incroyable. Il y a ça, on riait au dernier épisode de Marvel, puis le blip, puis comment ils gèrent ça. Il n'y a aucune mention de ça. Là, on est rendu dans le 4e film, puis il y a littéralement des grandes villes du monde qui ont été détruites. Personne n'en parle. Puis je vous rappellerai ils ont appris à vivre avec les titans. Oui, mais je vous rappellerai qu'on a connu une pandémie qui tue à peine 0,5% de la population, puis notre économie a failli s'effondrer au grand complet. Au grand complet. Là, je veux dire, il y a des villes majeures qui ont eu des titans. Là. Imagine la peur que tu dois vivre. T'sais. À m'amener, je pense, dans le film, ils disent, ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu Godzilla, tout est beau. Quoi? Dans le film précédent, là, tu te rappelles que les États-Unis, il y a des monstres qui sont partis de tous les hémisphères puis ont traversé les États-Unis pour converger vers le centre. Hey, il y a 2-3 États qui ont mangé de volée. On va se le dire, là, à un moment donné, dans le film, ils font référence que ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas vu Godzilla, fait que tout est correct. Hey, va dire ça à ton Flo, genre, qui avait 7 ans lors de la première attaque, puis qui est rendu, genre, à 10 ans, puis là, tu lui dis, t'as pas d'inquiétude, man, ça fait 3 ans que tout va bien. Il paraît qu'il y a juste Détroit qui s'en est pas rendu compte qu'il y a un monstre qui est passé par là. Ça, puis Haïti. Avec Haïti, ils n'ont pas fait de différence. Non, selon Family Guy, il y a un Godzilla, il est débarqué là, puis il a fait... Ça, c'est la meilleure joke. Ça, c'est la meilleure joke. Quand Stewie dit à Brian, ça, c'est comme quand Godzilla a attaqué Haïti. Et Godzilla, il sort de l'eau. Il regarde Haïti. Il recule, il s'en va. C'est déjà débattu. Mais bon. Mais c'est une bonne conversation qu'on a parce que reprenons la franchise de Jurassic Park, qui est une autre franchise de monstres. Moi, je pense que c'est ce qu'elle a perdu. C'était une franchise qui était intelligente, qui avait des choses à dire, qui avait... il y avait de quoi dans le premier Jurassic Park qu'on n'a pu jamais retrouver dans les autres. Là, puis... Mais le premier Jurassic Park, c'est probablement un des meilleurs blockbusters. Spielberg, c'était vraiment sa force, mais selon moi, chacun des films suivants perd en qualité. Exact. Ils ont gagné un peu avec l'avant-dernier, avec le reboot. Tu trouves, toi? Non, pas Fallen Kingdom, mais l'autre, c'était tout aussi mauvais. Là. C'était pas très bon, mais c'était meilleur que le 3. Non, mais t'as pire que ça. Laisse-moi finir mon idée. Mais dans le fond, la franchise se détériore beaucoup de film en film. Là-dedans, c'est un peu l'inverse. Genre, oui, ça se détériore, mais ça devient plus le fun de film en film. J'ai pas l'impression que la qualité descend tant que ça de film en film. Puis surtout qu'on a Skull Island qui est arrivé en deuxième, qui est une chance, je pense que c'est lui qui a comme tout shaké puis qui est devenu comme le pilier. Pourtant, c'est tous des films de Godzilla sauf lui, mais c'est lui qui tient la franchise ses épaules. Là. Exact. Mais juste pour revenir à ce que tu dis, Jurassic World, moi, ce qui m'avait surpris dans Jurassic World, c'est l'honnêteté avec laquelle le réalisateur et tout Hollywood nous avait envoyé chier de façon tout à fait consciente quand ils font dire au personnage de Claire « on leur avait présenté des dinosaures, mais le monde, ils veulent plus de dents, puis plus de méchants, puis plus de ci, puis plus de ça. Fait que c'est ça qu'on leur a donné. »
Tu sais, elle venait te dire littéralement là, que vous voulez de la marde, fait qu'on va vous servir de la marde. La marde. Hey, Elle le on voulait dit, voir- là. Ils font dire. Mais c'est parce que dans Jurassic Park, à un moment donné, t'es rendu là. C'est un film de monstre, puis tu vas voir le film de monstre classique, parce que tu peux pas construire toujours des histoires comme le premier Jurassic Park pendant 6 films. Là. Ah non, c'est À un moment donné, impossible. c'est des films de dinosaures. Tu veux que les dinosaures mangent des humains, là. Mais en même temps, c'est intéressant Sinon, parce que ici, on le traite pas beaucoup en Occident parce que tu sais, Godzilla, il est comme moins connu. Mais tu sais, Godzilla au Japon, le nombre de films avant qu'on arrive à ça, là, il y en. C'est à peu près, ça doit être une trentaine, si je ne m'abuse, là, des films de Godzilla. Tu sais, il y en a, la Toho, là, ils en font à tous les années. Là. Puis là, je parle pas des autres kaiju. Là, tu sais, je veux dire, Gamera a eu le droit à peu près 10 films à lui tout seul. Imaginez, là, Mothra a eu son film. Mothra a eu 3 films. Tu sais, c'est genre, il y a un public pour ça, puis il y a une sensibilité de certaines cultures à ce genre de cinéma-là. Là, je me dis, nous autres, au States, c'est relativement nouveau. Tu sais, de l'avait essayé avec le Godzilla de 97. Oh! Ils se sont plantés. Ah! Hey, c'était mauvais, c'est un moyen temps. Là. Les Ça n'a vélociraptors. aucun bon là. sens. Mais tu sais, Ouais. là, ils ont comme un bon filon, mais c'est ça, je me demande si le monde sont prêts à tous les années, à tous les 2 ans, de retourner voir Ben, le tu même dis ça, film. mais attends un peu, tu dis ça, là, mais mon père me racontait souvent qu'il allait voir des films de King Kong à 25 cents quand il était jeune, là. Tu sais, des films cheap, des Tarzan, puis tu sais, que nous, on n'a jamais revus. Ouais, c'est vrai. Tu sais, Dans le fond, l'espèce Tarzan, c'est un de- bon exemple, là, parce que c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup pendant cette Tu sais, période. l'espèce de tradition. Tu sais, mon père me racontait que quand je lui demande les films qu'il allait voir quand il était jeune, c'était Dracula avec les Hammer Films, puis t'avais les King Kong de ce monde, puis t'avais les Tarzan, puis tous des films cheap, que tu sais, genre, t'avais des programmes doubles, là, 25 cents par film, puis... C'est drôle parce que souvent, ce qu'on reproche à Hollywood, c'est de trop faire de franchise, puis de suite, puis pas être original. Puis là, on se sent nostalgique d'une période où c'est encore pire. Ah, mais par rapport à ces films-là de Godzilla puis de Mothra et compagnie de l'époque, là, si vous voulez du fun puis vous voulez écouter des podcasts qui en parlent, tu as Simon Chénier puis Jake Dion qui ont parti de Terre Kaiju, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est rendu à 3 épisodes. C'est disponible sur le site des Mystérieux Étonnants parce que c'est 2 Mystérieux Étonnants. Donc, si vous voulez pas écouter les films, mais vous voulez écouter du monde dans déblatéré, là, je pense que c'est le bon. Surtout que Simon Chénier, c'est un gros fan de ces franchises-là puis c'est un gros tripeux de cinéma. Là, c'est que si cet univers-là de ces films-là vous intéresse, je pense que vous pouvez vous taper ça. Bref, Godzilla vs. Kong, allez voir ça au cinéma. Faites plaisir à nos salles, montrez qu'il y a encore du monde qui veut aller au cinéma. Ne faites pas comme Jean-Nic qui est resté chez eux à écouter son film sur sa TV Qu'il l'a loué pour l'écouter tout seul. et qui doit le regretter aujourd'hui de ne pas avoir vu ces spectaculaires images sur le grand écran. Hey, on passe à un autre... Sur un siège Mais, inconfortable en avec plus, un son de marde. oui. Mais en même temps, je vais vous relancer là-dessus. On va en parler 5 minutes parce que oui, j'ai fait ça dans mon sol, mais parce que j'étais obligé. Tu sais, quand même que j'aurais voulu aller au cinéma pour le voir, là, tu sais, en ce moment, là, tu sais, mon horaire ne le permettait pas avec le bébé, avec ce qui se passe. Là, le fait de le louer puis d'être capable d'écouter dans mon sol puis de garder un œil sur mon bébé, ça faisait. Ça ouvre des opportunités, le fait d'avoir accès au cinéma dans son foyer comme ça. Puis je vais défendre les salles, puis j'aime l'expérience salle, puis je le sais que j'aurais plus de fun à le voir en salle. Mais j'aurais pas payé jamais pour ce film-là, même si j'aurais pu. Ah ouais, à ce point-là? Tu sais, dans le fond, là, moi, ma seule manière de monétariser le film, là, c'est en l'achetant puis en l'écoutant dans mon sol cette semaine. Tu serais Parce pas allé que, au salle, tu sais, mais pas de bébé, rien, tu serais pas allé le voir en salle. Ben oui, mais Ah. j'en ai un bébé, c'est Ah. ça l'affaire. C'est Ouais, qu'il mais y a là, des écoute. gens qui sont dans ma stade. Puis tu sais, je suis pas en train de dire que je peux rien faire parce que j'ai un bébé, mais c'est Ben, rien c'est un peu que ça, là. là, As-tu pas non, d'en mais tu parler? sais, je veux dire, j'irai pas l'écouter. J'irai pas l'écouter. Tu sais, j'irai pas Jean-Luc, voir ça au veux-tu cinéma qu'on dans 3 semaines. Veux-tu qu'on soit là pour toi? J'ai besoin de parler. C'est plus dur quand J'ai tu le be- pensais, J'ai hein? besoin de sortir de la maison. C'est plate, hein? C'est le fun, j'adore ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout le monde qui, pour Non, des non, je raisons, comprends. qui peut se permettre d'aller Exact. voir au cinéma. Puis tout, parfois, c'est plus convenient d'écouter, surtout pour ce genre de film-là. Mais en tout cas, je suis juste content de savoir que malgré le fait que cette option-là est sur la table, il y a encore des gens qui préfèrent se déplacer. Puis, garde, tant mieux. Ouais. Tant mieux, parce que moi, ce que j'avais peur, c'est que ça nuise beaucoup aux salles, puis que ça devienne un peu l'espèce de nouvelle façon. Mais tu sais, Ouais, mais il dit ça, Jean-Nic, là, mais dans 5 ans, sur Flow, on va vouloir les voir, les monstres se tapocher dessus. ah, c'est là. clair. C'est clair que je vais l'amener au cinéma. Ah, puis mais on moi, va les discuter. gars, là, je vous le Mais dis, là. moi, c'est mon- une- Vas-y. Jean-Luc. Oui, c'est une belle expérience. Ouais, je Ah, vois dans tes non, yeux non, que mais ton fils qui est écoute, trippé. Moi, mon gars a 10 ans, là. Tu sais, il commence à être. Là, tu sais, je l'amène au cinéma depuis qu'il a 6 ans, OK? Puis c'est toujours. Mes meilleurs souvenirs avec mon gars, c'est quand on va au cinéma parce qu'on connecte, là, genre 100%. Là. Tu sais, on est comme deux cerveaux qui n'en deviennent qu'un seul. Là. Puis
on dirait qu'on se retrouve à un âge. Là. Lui, il monte d'âge, puis moi, je descends. Là. On devient comme une entité. Là. De toute façon, on avait eu la preuve là, il y a quelques années avec Captain Marvel que tu avais été voir avec ta fille, puis vu qu'elle avait trouvé le film beau à cause de l'empowerment féminin de ce film-là, même s'il n'y avait pas de scénario, tu avais trouvé le film intéressant à cause de ça, mais tu avais réussi à oublier le fait que le film n'avait pas d'histoire. Alors, mais quand je suis sorti de là avec mon gars, là, puis que là, mon gars me parlait de la bataille de Hong Kong, puis qu'il capotait, puis j'écoutais ce que lui avait retenu du film, là, puis je me disais, quel maudit beau moment je viens de passer. Puis je te le souhaite, Jean-Nic, c'est les beaux moments. Là, c'est tu sais, quand tu peux triper avec ton gars, parce que tu veux pas non plus imposer. Tu sais, moi et mon gars, on a bien des différences. Mais là-dessus, là, sur les films, on se rejoint. Puis ça, c'est le fun. Parce que c'est un bon moment qu'on passe à deux. Puis écoute, quand j'ai annoncé qu'on allait voir ça, puis que j'imitais King Kong dans le centre d'achat, puis il trouvait ça drôle, là, on a eu du fun. Là, on avait le goût d'aller le voir. On avait le goût de ne pas être déçus. Puis, contrairement à celui de 2014 qu'on a parlé tout à l'heure, on est sorti de là, on a vu des monstres, on a vu des bâtisses se faire défaire, on a vu ce qu'on voulait voir, puis on a passé une maudite belle soirée, puis on l'a vu sur grand écran avec le son. Mon gars m'a dit, à un moment donné, j'ai eu un peu peur à cause du son, puis tout. Puis, on oublie l'effet que ça a d'être dans une salle d'immersion dans le film, là, tu sais. Ouais. Mon gars, lui... Surtout quand t'es jeune. Ben, c'est ça, là, il est sorti de là, puis lui, là, il était entre les deux monstres à un moment donné, là, tu sais. Mais... C'est super touchant ce que tu nous racontes là, mais en même temps, je trouve ça important pour tout le monde que tu nous imites le moment où tu as fait King Kong dans le centre d'achat. Malheureusement, le monde ne le verra pas parce qu'on est juste en audio. Non, mais on va l'entendre. Mais t'as peine même, mais c'est ça. Laisse imaginer ce qu'on a vu. Hey, je sais pas à quoi j'ai touché. Je pense que j'ai déplugué mes écouteurs. Je vous entends plus. Ouais, t'as débloqué tes écouteurs, effectivement. OK, ça va. Voilà. Je pense qu'on n'est pas live. C'était un beau moment. Tu vas écouter ça. Hein? C'était un beau moment. Non, il a dit jamais rien, lui. Ouais, mais je faisais ça dans le centre d'achat. Mon gars trouvait ça super drôle. Ouais. En tout cas, je pense qu'il trouvait ça drôle. C'est que là, on était rendu à Berserker, hein? Non, ouais! Ben là, voulez-vous faire Wonder Woman avant ou vous voulez faire Berserker? Non, on va faire un gros bloc. On a un gros bloc d'ici, là. Ça fait qu'on va parler de la seule chose qui n'est pas d'ici avec d'embarquer dans le Berserker! Moi, ça me fait penser à la chanson dans Clerks, là. Berserker! Oui, j'ai pensé exactement à ça. Arrêtez! Si tu lis réellement, ça fait Ouais, je sais, mais dans ma tête, à chaque fois que je voyais le titre, puis à toutes les fois que je voyais l'image, j'avais juste les gars de Clerks qui chantaient Berserker! Mais c'est ça. Donc, Berserker, c'est la série que ça fait un bout de temps que tout le monde parle parce qu'il y a eu des retards, parce que je pense qu'il avait changé de dessinateur en cours de route. Donc, c'est la série inventée par Kenny Reeves puis qui est écrite aussi en collaboration avec Matt Kinn. Donc, ça raconte l'histoire de Kenny Reeves qui a décidé que John Wick était trop faible, c'est qu'il s'est créé un personnage encore plus puissant. En fait, John Wick est trop poli. Fait que ça y prenait quelqu'un qui, maintenant, quand il donne des coups de poing, il passe au travers de la tête du monde. C'est plus simple. C'est classique. C'est classique. OK. En gros, on n'en parlera pas longtemps parce que sérieusement, le premier numéro était vraiment le fun. Ça raconte l'histoire d'un immortel. Donc, Kenny Reeves, son personnage là-dedans, a rejoint un groupe militaire. Le gars, il est immortel. Donc, il rentre sur une mission où il faut qu'il aille pogner un président d'un pays quelconque, puis qu'il faut qu'il le tue. C'est qu'à lui tout seul, il passe à travers d'une vingtaine de militaires, à travers complet, de 3 chars, il passe à travers d'un tank, et il écrase un avion aussi par lui-même. En tout cas, au niveau de la violence, du graphique, c'est super beau. C'est un excellent numéro de Wolverine, honnêtement. Ou de Old Guard. Puis sauf que là-dedans, il commence à parler du fait qu'il se rappelle de sa vie presque au grand complet, mais qu'il en a oublié quelques bouts. C'est qu'il travaille sur le fait que ça fait longtemps qu'il sait qu'il est immortel. Et il y a le conflit du dieu, parce que si tu ne peux pas mourir, tu es un dieu. Puis, dans le fond, on a un numéro grand complet qui traite du fait qu'il est immortel, qui fait une mission de mort, puis sauf qu'à la fin, il se rappelle de sa naissance. Puis il se rappelle qu'il est venu au monde là, 80 000 ans. Et le numéro finit là, puis c'est à partir de là qu'on va commencer à travailler. C'est pour ça qu'on dit que c'est Wolverine mélangé avec des Old Guard, parce que tu vois un gars qui se rappelle à peu près toutes ses vies qu'il a vécues, mais qui se régénère aussi comme Wolverine. C'est parce qu'à la fin, c'est ça, à la fin de son combat, il reste quasiment plus rien. Là, il ramasse ce qui reste du personnage pour après ça l'amener dans une espèce de base. C'est tellement comme des Old Guard aussi que les militaires qui l'ont engagé, à chaque fois qu'ils le réparent puis qu'ils enlèvent à enlever les balles dans son corps, ramassent toujours du sang pour essayer de créer une armée de clones. Exact. Jean-Nic, t'en as pensé quoi?
On Jean-Luc t'entend l'a plus. pas lu. Ah, tu l'as pas lu? Ah, tu l'as pas Là, lu? vous écoutez, ça semble être une autobiographie de Keanu Reeves. C'est une histoire d'un immortel qui se réinvente. C'est un peu ça. En fait, ça ressemble un peu, tu sais. Je pense qu'Alan a les bons parallèles. Tu sais, The Old Guard, John Wick qui rencontre Wolverine. Ça fait-tu projet de vanité un peu dans lequel, tu sais, je veux dire, Keanu Non, Reeves s'écrit non. lui-même, il se meurt en scène. Tu vois un gars qui a pitché une idée, tu vois qu'il veut faire un film Ben, en comme fait, ça répond à un cult following. Je pense que le gars est Exactement. conscient qu'actuellement, il est hot. Il est conscient que ce gars-là marcherait dans une convention, puis assurément qu'il serait le king de la place, là, la superstar. Puis, tu sais, au lieu de faire semblant que ça y tente pas, puis de se laisser acheter, ben, il a décidé qu'il. Moi, j'ai vu ça comme, regarde, j'embrasse littéralement le mouvement des gens qui m'aiment. Vous aimez ce que je fais, vous tripez quand je le fais. Hey, voulez-vous que je fasse un comique? Puis ça me mais tente. pas juste ça, c'est parce que c'est un gars qui est un peu geek aussi. Puis à un moment où le comics allait pas super bien avec la pandémie qu'il y a eu, là, sérieusement, les chiffres de vente de ce premier numéro-là, ça a sauté le million. Là. Il n'y a plus de comics qui fait ça. Là. Non. Puis c'est publié chez Boom. Là. Présentement, chez Boom, le premier qui avait tellement eu de pré-vente. Regardez Boom en vie. Ce comic-là avait tellement eu de pré-vente qu'ils ont sorti un Kickstarter pour sortir des éditions de luxe hardcover dans un box set qui vaut au-dessus de 500$ US. Non, il y a un following. Je vois que c'est coécrit avec Matt Kinn. C'est ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'on attend la BD qui est dans pas long, là, du Kickstarter, là, ouais. Ouais, c'est ça. C'est un bon ami de Jeff Lemire, Matt Kinn. Ouais, exactement. Il y a un dessin qui ressemble beaucoup à celui de Lemire aussi, d'ailleurs. On a réussi une heure sans en parler pareil. Là. Quand même. Mais c'est vrai en plus. Ah oui, c'est deux chums pour de vrai. Là. C'est pas des jokes. C'est genre deux. On prend nos victoires là où on les a. Là. Ça fait une heure qu'on a réussi à ne pas parler de Jeff Lemire. J'en ai parlé en ouverture du show. Je sais bien, là, mais entre les deux mentions, il y a quand même presque une heure que c'est déroulé. Ça me donne le goût de le lire à Berserker parce que là, il y a un ami de Jeff mais honnêtement, qui a écrit là-dessus. Je vais juste te ramener par contre sur la qualité du comic. Oui. Le cover, le papier, ils ont fait Boom, un c'est toujours beau comme numéro. ça fait longtemps que tu lis pas du Boom, toi. Hein? Non, j'en ai pas lu beaucoup, mais ils ont fait un beau comic. Ils ont fait quelque chose qui est un élément de collection qui est intéressant. Même si, mettons, vous n'êtes pas un collectionneur de comics, mais que vous êtes un tripeux de Keanu Reeves, mettons, d'avoir ce comic-là chez vous, là, il est beau. Il est bien fait. Oui. Il est bien, tu sais, c'est pas cheap. C'est intéressant parce que Boom, présentement, j'ai l'impression qu'ils sont un peu comme Dark Horse, là, 20 ans. T'sais, ils sont beaucoup franchisés. C'est eux autres qui font les Buffy, les Firefly. Ils ont beaucoup de ce genre de franchise-là. Puis ça fait du bien de voir un comic... original, là, quelque chose qui n'est pas franchisé. Original, je suis convaincu qu'il y en a des tonnes, mais d'en voir un qui fonctionne bien. Puis non, honnêtement, moi, j'ai été impressionné par la qualité du comic en tant que tel. C'est un bel élément de collection. Si vous tripez puis vous avez juste, vous n'avez pas une collection de comics, mais celui-là, ça vous intéresse parce que Keanu Reeves est à l'écriture. Puis, contrairement au. Puis là, ça va falloir voir dans le temps, là, le Spider-Man de J.J. Abrams, là, c'est fou comment exponentiellement j'ai perdu de l'intérêt pour ce comic-là. Alors que c'était une bonne idée au départ, puis que c'était intéressant de voir un réalisateur passer à l'écriture. Mais avec son fils. Avec son fils, mais les délais, puis la qualité du papier, puis du comic, puis qui n'est pas nécessairement là. T'as pas l'impression d'avoir... C'est pas encore terminé, cette série-là? Non. Oui, c'est terminé. Puis c'est terminé, c'est fini. T'as pas lu le dernier numéro, c'était tellement plate. J'attendais que ça finisse. Ben, il est fini, ça fait 3 mois. Ah, mon Dieu, il faut falloir que je le lise. T'as rien manqué, il faut te dire. Ça va avoir pris, c'est quoi? C'est quand même 2 ans. Ça a facilement pris. Bon, ça a pris un an et demi, là, mais c'était ça. En tout cas, c'est dans la catégorie comique plate, là, que tu l'as acheté, ça t'a coûté 25$ à avoir les 5, mais en réalité, il vaut 1$ après. Là, c'est pas mal là. Ah, c'est là qu'on est, puis c'est de valeur parce qu'il y avait quand même un intérêt. Là, de voir, j'espère que ça va aller en améliorant, puis qu'ils vont être dans les bons délais, puis qu'on va être capable d'avoir quelque chose qui a un peu plus d'allure, là, on s'entend, là. Parce qu'il ne faut pas que ça. Il ne faut pas que tu en abuses de ces collaborations spéciales-là non plus. Là. C'est pas la solution à tout. Là. Tu ne pourras pas te dire à l'avenir, écoute, j'ai juste à convaincre un acteur ou un réalisateur de mettre son nom sur un comic, puis ça va me donner des ventes. Il faut que tu répondes aussi au fait qu'il faut que ça sorte, puis que ça suive, puis que ça soit pas trop long, puis trop lent, puis trop. Mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. On voulait parler de DC. Oui, on va commencer par le premier, puis après, on va aller dans l'univers normal. Donc, c'est quoi? C'est Wonder Woman. Tantôt, Jean-Nic, en ouverture, tu nous as dit que tu avais un nouveau comic préféré. C'est-tu Wonder Woman? Ou... C'était tellement bon. Là. Ça a changé la personne que je suis. OK. Est-ce que c'est sarcastique ou c'est vrai? À l'écoute parler, c'est très sarcastique, là. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'hommes sur ce podcast-là.
Puis je pense que les femmes n'ont pas assez de place pour s'exprimer. Puis je pense qu'un homme devrait expliquer aux Chris, femmes pour comment que elles Jean-Nic devraient ait une opinion qui prône le patriarcat, là, sa bande dessinée-là le faisait fort. Là, Je l'ai trouvée maladroite, la bande dessinée. Elle est maladroite. ben, Bien la que c'est BD, Alan en disant ça. J'ai pas détesté ça, mais que c'est pas du parce que grand ça. en quelque sorte, on avait parlé que oui, cette série-là de Grant Morrison, puis dessinée par Yannick Paquette, c'est super beau, mais c'est une série qui est axée sur la toxicité du patriarcat, puis le fait que le féminisme devrait prendre la place parce que la femme aime, puis elle gère par ses émotions, puis c'est ça qui va emmener l'humanité vers une seconde ère, parce que l'amour va régler tous les problèmes. Mais ce comic-là commence avec une guerre qu'il y a eu contre Max Lord, puis que ça se passe 1000 ans plus tard. Puis je pense à la deuxième page, elle fait comme l'humanité a connu sa deuxième vague et depuis 1000 ans, nous vivons dans une ère qui est stable et tout va bien parce que nous avons mis à bas le patriarcat. Là, tu fais comme, oh là, ça commence lourd, là. Ça commence très lourd. T'es à la deuxième page, puis c'est un comic qui en a au-dessus de 80, là, pas loin de 100 pages. Mais tu sais, je me suis retapé les trois parce que j'avais vu les mêmes problèmes que vous avez vus. Puis tu sais, c'est un comic qui a eu beaucoup de séquences qui étaient... je pense qu'il provoque pour provoquer. Des fois, Morrison, le rappelez-vous, dans le deuxième volume, quand il a mis Wonder Woman en hijab, là. Oui. Tu sais, à un moment donné, moi, j'avais crocheté, puis je pense qu'il fait exprès pour essayer de triggerer des gars. Là. Je pense qu'il fait exprès pour faire fâcher des gars. Là, parce que tu regardes ça, puis tu te dis, hey, c'est le symbole du féminisme, de la liberté de la femme, puis ils ont sacré un hijab sur la tête, puis ils essaient de nous faire croire. Moi, ça m'avait choqué, cette séquence-là. Puis la séquence dont tu parles, Alan, moi aussi, j'ai crocheté. Puis après ça, j'ai relu les trois. Puis tu sais, ils ont quand même été fidèles à ce que Marston avait en tête quand il a créé Wonder Woman. Parce qu'il était lui-même convaincu qu'on devait vivre dans un matriarcat, puis que c'était par la soumission. Puis lui, il allait plus loin, là. La domination et par la soumission qu'on allait trouver notre bonheur. Puis, tu sais, toutes ces images de bonding, puis de femmes attachées, puis de relations maîtres-soumis, puis il était beaucoup là-dedans. Puis quand tu lis les premiers Wonder Woman, avant que DC décide que là, ça n'a plus de bon sens, puis que là, on fait passer Wonder Woman pour finalement Superman version femme, là, parce que c'est ce qu'ils ont fait dans les années 50, là. Tu sais, ils ont pris le personnage, ils l'ont enlevé des mains de Marston, puis ils ont dit, ben là, c'est assez, là, ton délire psychédélique, féministe, de sexuel sadomaso, là, on va t'enlever ça de des mains. Puis Wonder Woman, dans ces années-là, est devenue littéralement Superman en femme. Puis plus que ça, dans les années 60, ils l'ont fait devenir la secrétaire de la Justice League. Là. non, mais c'est pas une blague ce que je vous raconte, c'est vrai, là. Il y a eu un moment dans les années 60 où là, on a carrément fait l'inverse. On s'est dit, regarde, on sait pas quoi faire avec ce personnage-là. C'est des gars qui écrivaient à DC à ce moment-là, puis ils ont fait de Wonder Woman la secrétaire de la Justice League. Là. Puis tu sais, ça veut pas dire que j'ai raison. Je sais pas non plus si c'est l'intention que Grant Morrison avait non plus. Mais je me disais, est-ce qu'il a voulu, genre, nous faire réagir comme, tu sais, genre une femme qui lisait les comics dans ces années-là, puis qu'il n'y en avait juste pas de modèle féminin, puis que les femmes, c'était toujours, tu sais, genre la secrétaire, ou la fille, ou la pitoune, ou la soumise, ou la kidnappée, ou la victime, ou... Tu sais, je veux dire, nous autres, c'est devenu normal. Y a-tu voulu, genre, en inversant ça, nous faire réagir, puis nous dire, tu sais... Ah, c'est sûr, c'est une BD de provocation, c'est une BD de standing. Tu sais, je dis pas que c'est mal, sauf que moi, j'ai toujours dit que tu peux pas régler un extrême par un autre. Exact. Mais de nous faire sentir comme ça, je me disais, tu sais, combien de femmes se sont senties comme ça en lisant des comics dans lesquels la fille joue le rôle de la pitoune, là. Effectivement, sauf que, tu sais, même si tu arrives plus loin dans BD, que tu as le mouvement, c'est quoi? C'est le mouvement d'Hercule. Oui, le mouvement Hercules. Hercules, où ce que tu as des hommes qui ont créé un mouvement où ce qu'ils veulent finalement se faire des suicides bombing, faire sauter des femmes, où ce que là, tu fais comme. Là, c'est parce que là, t'es rendu avec des mouvements terroristes de gars qui veulent remettre le patriarcat sur place. Là, tu fais comme. On est rendu ailleurs, là, parce que là, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, t'es dans un extrême, parce que même dans notre réalité, oui, on a des inégalités, sauf qu'on n'a pas encore de femmes qui se sont fait sauter. Là, tout ce qu'ils font, on a des femmes qui se sont montrées des boules dans des places publiques un peu déplacées, mais on n'est pas dans ces extrêmes-là, puis c'est ce que je trouve un petit peu maladroit. Puis je conseille à dire que moi, dans mes divertissements, j'ai
pas besoin qu'on m'amène à ce point-là les conflits sociaux qu'on a dans notre réalité. On a des places, on a des gouvernements, on a des personnes qui s'occupent de régler ça. Moi, mes divertissements sont là pour me faire oublier cette marde-là qui tourne alentour de moi. Tu sais, c'est comme dans la dernière année, 90% de mes copines auraient parlé de pandémie, possiblement que je les aurais toutes sacrées en feu dans un coin. Là. Tu sais, mon divertissement est là pour me faire oublier la marde qui se passe dans le monde réel. C'est que j'ai pas besoin que mon divertissement me mette la face directe dedans en permanence. Puis Ben, en surtout, même temps, l'art a quand même joué un rôle dans le changement de culture, le changement de vie. Tu sais, je veux dire, quand tu lis le mouvement de Marvel des années 60, ce n'est que ça. Là. ouais. Moi, je suis comme entre vous deux. Là. J'ai pas capoté. Par contre, j'ai trouvé ça intéressant parce que, tu sais, Alan, tu disais, on peut pas régler un extrême par un autre. C'est vraiment ça que Morrison a fait. Il a dit, ça serait quoi si on réglait un extrême par un autre? Genre, les femmes prennent le contrôle, puis là, les hommes disent comme, ouais, non, t'as peur, c'est l'égalité. Puis non, les femmes prennent le contrôle, puis ils disent aux hommes, on va passer par-dessus eux autres, vous allez devenir des esclaves. Et un coup que ça est fait, puis qu'ils ont pris le contrôle, là, ils travaillent vers une égalité. Fait que, tu sais, je suis pas convaincu non plus que c'est la bonne chose à faire. Puis, tu sais, socialement, ça peut comme pas arriver. Mais là, tu as quelqu'un qui fait comme, ben, si on vivait dans un monde où il y a des gens qui ont des super pouvoirs, puis que la plus puissante d'entre eux, c'était Wonder Woman, puis qu'elle a décidé, tu sais, c'est ça, on va inverser les pôles, puis on va mettre les hommes dans des positions inconfortables, et après, on parlera d'égalité. Tu sais, j'ai trouvé ça intéressant. Mais oui, j'ai trouvé que c'était provocateur, puis j'ai trouvé que c'était ça. C'était un peu maladroit. Puis tu sais, quand tu essayes d'amener ce genre de problème-là, idéalement, il faut que tu aies comme une histoire à côté qui soit le fun à suivre, puis que les deux... Ah là, il n'y a rien de le fun et à là, suivre. c'est pas là. C'est Maxwell là, tu te demandes pourquoi il est là, qui va envoyer des robots. C'est Arise, finalement. Ouais, c'est un peu con, c'est boboche, c'est plate, ce côté-là. Fait que t'es pogné, comme Alan dit, là, tout ce qui reste, c'est le message, puis il t'écrase la tête dedans. Ouais, Oui, parce que ça. dans le fond, comme je vous disais, au début de la BD commence, il raconte des éléments de v'là 1000 ans, puis dans le fond, t'as comme une fille qui fait son monologue, qui présente ça, puis tu sais, c'est comme une longue parabole qui raconte les événements qui s'est passé v'là 1000 ans. Ça fait que le plan de Max Lord, que finalement c'est Arès, il n'y a rien qui est développé, c'est juste des raccourcis scénaristiques pour montrer des images, puis nous arriver à ce point-là. Mais puis c'est vrai, c'est juste une grande parabole sur la toxicité du patriarcat, puis comment le matriarcat a ramené une harmonie. Puis... Et ce qui est le plus particulier, c'est que c'est un homme qui écrit la bande dessinée. Je veux dire, au départ, s'il voulait vraiment faire ça, il avait juste à laisser sa place à une femme. C'est Grant Morrison, là, à un moment donné. C'est pas le gars. Puis tu sais, je vais faire attention, je n'ai pas lu là-dessus récemment, là, mais me semble que Morrison, en ce moment, se considère comme non-binaire. En plus. Puis tu sais, j'ai comme décollé en disant que c'est un homme qui vient nous mansplainer en plus, puis tout. Mais Morrison est comme plus complexe que ça un peu. Là. Il me semble que, tu sais, il n'a pas changé de sexe, là, mais il se considère comme quelqu'un qui est vraiment entre les deux. Puis tu sais, on dit souvent qu'il est capable du meilleur comme du pire. Puis tu sais, j'étais là, on est dans le pire. Puis finalement, genre, je suis comme neutre par rapport à ça. Je trouve que c'est pas une grande bande dessinée, mais en même temps, je peux pas y en vouloir d'avoir essayé d'apporter cet angle-là parce que c'est cohérent avec ce qu'il fait d'habitude. Ben en fait, c'est moi, ce que je disais à Alan, c'est que moi, ce que j'ai vu là-dedans aussi, c'est que pour connaître quand même assez bien l'histoire de Marston puis de Wonder Woman, c'est cohérent avec le personnage. Tu sais, le personnage s'est oublié entre 1960, comme je vous expliquais tout à l'heure, puis peut-être les plus récentes années. Elle est devenue une Superman plutôt que... Ce qu'elle était à l'origine, c'était un produit universitaire, Wonder Woman, d'un homme qui était en polyamour. Là, c'était quelque chose... On était déjà dans la théorie des genres, des sexes. Puis, on était déjà à la base là-dedans quand le personnage est créé. Puis c'est une expérience presque... de théorie sexuelle à quelque part que DC a jamais vu, que DC a laissé faire parce que ça vendait des comics, puis ils voyaient pas les messages qu'il y avait au travers de ça. Là, ils se rendaient pas compte de ce qui se faisait. Puis quand ils s'en sont rendus compte, ben, ils ont fait du personnage, ce que je vous disais tout à l'heure. Le moment où elle est devenue espionne là, dans les années 70, là, où elle avait plus de pouvoir, ils ont enlevé ses pouvoirs à Wonder Woman à un moment donné. Fait, puis je me disais, as-tu voulu rendre hommage à ce premier jet-là du personnage, puis à ses premières aventures, puis à pousser l'idée de Marston à l'extrême, genre, là, regarde, voici là, le message définitif qu'il aurait voulu passer. Puis ce que j'ai eu de la misère, c'est à savoir s'il entérinait ce qu'il écrivait.
est-ce qu'il m'écrit... Genre, ouais, Est-ce s'il qu'il faisait des m'écrit- storyboards, Tu sais, mettons. Puis... non, mais genre, non, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il croyait ce qu'il écrivait? Est-ce qu'il m'écrivait quelque chose, une idée qu'il avait en tête, qu'il était convaincu que c'était ça, ou il s'est amusé à pousser un concept qui était là au départ pour le personnage, puis il s'est dit, garde, voici le concept au maximum. Là, je vais apporter ça sur un autre chemin, mais qui va nous revenir, parce qu'on n'a pas parlé de l'art de Yannick Paquette. Ah, Puis, wow. moi, là, je trouve que c'est une des grandes forces parce que c'est magnifique, mais c'est magnifique à mon œil. Puis ce qui est magnifique dans cette bande dessinée-là, c'est bien dessiné, les proportions sont là, c'est bourré de couleurs, c'est magnifique. Mais en même temps, tout le monde est magnifique. Je veux dire, Wonder Woman est belle, mais tous les Amazones qui sont là sont belles. Tous les hommes qui sont là-dedans sont pas particulièrement beaux, mais en tout cas, au moins, ils ont des beaux traits, on va dire. Ça, c'était ma grande question. Je me disais, le niveau de concession entre les deux, puis c'est-tu voulu que, genre, il y a un message de femme très fort derrière ça, mais en même temps, c'est toutes des pitounes, à part, j'oublie son nom, là, pas Peppermint, comment ça s'appelle? Ouais, qui est plus, c'est une femme ronde, c'est une femme ronde. Le reste, là, je veux dire, oui, c'est des Amazones, des guerrières, puis tout, mais je veux dire, même on va dire il n'y a pas grande différence entre Hippolyta, mettons, puis Wonder Woman, là. Exact. Même tu es à Washington, puis je veux dire, les passants, puis le monde qui sont là dans une case sont quand même vraiment cute. Il n'y a pas dessiné de monde lettre. Fait que là, je me dis, ouais, il y a comme. T'es en train de passer un message social, mais en même temps, t'as comme une idéologie. Mais le dessin est de la grande force de ce BD-là, parce que, tu sais, je l'ai pas relu, mais je le re-regardais après l'avoir lu, là. Je me suis amusé à retourner les pages encore parce que je trouve vraiment que le dessin de Yannick Paquette est cool. Oui. Sa Wonder Woman, ça reste, je pense, une des plus belles. Là. Mais je suis pas sûr qu'il fit avec le récit. Peut-être. Mais je vais te dire une chose, par contre. Si j'avais à vous conseiller entre les 3 volumes de Earth One puis la run d'Azzarello, la run d'Azzarello est... Tu sais, là... Oui. T'es pas aux origines du personnage, mais t'es allé y ajouter quelque chose, là. C'est pas comme l'omnibus qu'on s'était tapé l'été passé. Ah non, ça, c'était terrible, ça. Oh. Mais en même temps, c'est correct parce que, le projet des Earth One, comme ça, là, c'est de faire carrément là, du à côté de la traque. C'est des créateurs qui, entre eux, veulent raconter des histoires sur un personnage ou un groupe de personnages, puis ils ont carte blanche. Fait que, c'est vraiment du Elseworld à 100%. Tandis que, quand on va lire du Azzarello, là, il était dans la continuité. Oh, il était dans le New 52, là. Il a réussi à apporter ça, mais c'était canon. Là, quand tu es en train de lire ça, t'es pas canon. Il peut faire ce qu'il veut, il aurait pu tuer Wonder Woman. Mais si vous voulez lire du bon Wonder Woman, je pense qu'on est les 3 d'accord. Là. La run d'Azzarello était magistrale. Oui. Ou sinon, si vous voulez lire quelque chose de plus court, on va répéter encore Daniel Warren Johnson. Dead Hurt. Son Dead Hurt là, chez DC. Mais Dead Hurt s'apprécie encore plus quand tu as lu un petit peu de Wonder Woman, quand tu connais bien le personnage puis tout, ça. C'est renforcé par ça. Effectivement, c'est un bon trade à lire. Je vous le conseille fortement. Puis pendant qu'on lit dans le DC Comics, New Frontier, qui est l'espèce de numéro de lancement là, après Dead Metal. Le numéro 0, là, effectivement. Pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Beaucoup de pistes. En fait, ça sert de catalogue Sears pour savoir qu'est-ce que vous allez suivre. Exactement. Dans le fond, on vous avait parlé du fait que Wonder Woman était à l'épicentre de la création des nouveaux multivers. Donc, on n'a plus juste 52 multivers, on en a une infinité. Donc, on a une multitude de mondes qui sont possibles. Et les héros se rappellent de tout ce qu'ils ont fait chez DC. C'est-à-dire, toutes les BD que tu as lues depuis les années 50, les héros se rappellent de tout. Il y a plusieurs personnes qui, dans cette BD-là, dans le New Frontier Zero, ils ont ramené à la vie le fait que Barry Allen puis Wally West, les deux se jasent puis qu'ils réalisent parce que les autres deviennent comme des polices des dimensions. Alan Scott est là aussi. Alan Scott est là, plus vieux, puis il fait son coming out sur son homosexualité là, dans ce numéro-là. À la fin, à la dernière page, tu vois que Red Arrow là, revient. Speedy qui était mort un an et demi à peu près. Ça fait pas longtemps qu'il est mort. Il était mort dans le Even de Tom King, là, que ça s'appelle. Heroes in Crisis. Heroes in Crisis, effectivement, avec les psychologues de super-héros, là, il était mort là-dedans. Donc, finalement, effectivement, ça tire des grandes lignes. Ça fait que c'est l'histoire. Wonder Woman, dans le fond, est un fantôme qui voit
les aventures qui vont arriver dans les gros héros. C'est que ça met la piste sur Batman. Puis Batman, finalement, ça met la piste sur Darkson, donc tout ce qu'on a lu sur le Future State. Ben, le Magistrate, là, c'est là qu'on s'en va. Là. On s'en va sur Magistrate, ça fait qu'il est arrivé une bad luck à Arkham. À peu près tout le monde est mort. Il y a 16 survivants dans l'asile d'Arkham. Bane s'est fait tuer. Ça pète au grand complet. Et le maire de Gotham lance une loi martiale anti-vigilante. Donc, Batman est pourchassé. Dans Future State, qu'on avait lu qu'on pensait que Batman s'était fait tuer, ça va partir de là. Le Darkson qui va marquer là-dedans. Puis, on va finir par comprendre pourquoi que ça part des bons chums de Batman, toutes ces niaiseries-là. Il y a chez Wonder Woman, on va se concentrer sur les Amazones du Brésil. Oui. Ça... Dans Superman, on va traiter du fait que Jonathan Kent, est-ce qu'il peut être fiable? Bon, ben, il va devenir le futur super vilain de l'univers. Oui, c'est ça. Lui, là, c'est vraiment l'inquiétude est au niveau de est-ce qu'il va devenir un vilain ou pas. Parce que c'est un gars qui est venu sur monde sur Terre, qui a développé ses pouvoirs. Son grand-père l'a kidnappé. Il a été pogné dans un warp temporel pendant des années. Il s'est fait kidnapper dans un univers parallèle par un autre Superman qui était vilain, qui l'a torturé pendant des années. Qui est revenu sur Terre, il a créé une société à l'an 3000 avec la Légion. Et pour revenir sur Terre par après, donc c'est un gars qui est out of time puis qui est désynchro avec toutes les réalités. Donc, il a un potentiel de devenir un super vilain. Puis là, chez Wonder Woman, on parlait de c'est ça. Là, Yara Flor, c'est ça qu'on veut suivre. Là, la Wonder Woman qui avait été introduite dans Future States. D'ailleurs, ce sera la Wonder Girl de Joel Jones qui va commencer, je pense, le mois prochain. On se concentre là-dessus. Les Green Lantern aussi, on a séparé les deux Green Lantern de la Terre, là, Jessica Cruz puis l'autre. Puis là, ils sont avec la team. La Teen Lantern, ça va, c'est OWA. Puis finalement, tout ça, quand tu arrives avec les deux Flash, tu as Barry qui décide de ne pas revenir sur Terre parce que lui, tout ce qu'il va faire, c'est recenser tous les univers parallèles. C'est que Wally reprend sa place de l'époque de la run de Grant Morrison. Oui, ben moi, le seul Flash que j'ai connu avant Barry, parce que moi, il était mort dans le temps que j'ai commencé à lire des comics. Ben moi, le seul Flash que j'ai lu, c'est la run de Grant Morrison en omnibus. Ça fait que c'est Wally que je connais beaucoup aussi là-dessus. C'est Wally qui revient. Content de le voir. Cette époque-là. Il fait que ça, je trouve que c'est une bonne idée avec sa femme et ses enfants qui avaient perdu, qui retrouvent tout ça. Ça va être bien le fun pour le personnage. C'est pas Morrison, c'est... c'est Geoff Jones, je veux dire. Geoff Jones. Ouais, ça a été Mark Wade, après ça, Mark Miller pendant un petit Mais bout. quand tu parle de Morrison, tu parles de la GLA, par exemple. Il était dans la GLA de Morrison. On parlait de Morrison tantôt, puis j'ai mélangé avec Geoff Jones. L'histoire finit avec on offre une place à Wonder Woman dans la quintessence, là, dans l'espèce de conseil de sage. Elle ne prend pas sa place. Et elle, au début de tout le long de la BD, elle dit vous me cachez quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui va nuire à ce nouvel univers-là. Il y a quelque chose dont il faut s'occuper. Il y a quelque chose. Il me semble qu'il y a quelque chose. Puis la quintessence dit non, on va faire le tour. Tu vois, il n'y a absolument rien. Tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre. Puis là, on fait le tour. Puis, Barry a découvert ce planète-là qui la quintessence voulait la cacher. Ouais. Et là, sur cette planète-là, on découvre ce qui sera le majeur vilain de Parce cette que run-là. la dernière page, la quintessence se fait péter au grand complet, puis l'essence qu'ils ont pété, ben, c'est Darkseid. Fait que Darkseid est encore le méchant. Et Darkseid dit « Je suis toutes les versions que j'ai été dans le passé en une seule personne. » Ouais, il est pas bleu, il est noir très foncé. Là, il est tout. Là. Le Darkseid du New 52, le Darkseid de Kirby, le Darkseid des années 90. Ils ont trouvé le contrepoint de Wonder Woman, de ça va être Darkseid qui représente. C'est ça. Fait que Darkseid devient comme le gros méchant de cet univers-là. Maintenant, on va voir dans quoi ça va se décliner dans les prochaines semaines. Mais il y a des choses intéressantes. Moi, Batman, Yara Flor, ça m'intéresse. Green Lantern, un petit peu moins. Moi, personnellement, dans Wonder Woman, j'ai décidé de suivre la série principale à partir de ce moment-là. J'ai hâte de voir où ce qu'ils veulent apporter le personnage parce que j'étais curieux, justement. Okay. Pour avec son look Game of Thrones, là? Oui, parce que là, ça se passe avec quelques Vikings. C'est pour ça que je suis comme curieux, parce que le personnage se réinvente à zéro à partir de là. Puis je pense que Wonder Woman, tu en parlais tantôt avec la run, c'est quand tu réinventes le personnage qu'elle est intéressante. Effectivement, non, c'est intéressant. Je vais regarder quand le TP va sortir. Je vais attendre de savoir ce que tu m'en dis. Puis aussi, tu as la nouvelle série sensationnelle Wonder Woman. Oui, tu as Sensational Wonder Woman, tu as Wonder Woman, puis tu vas avoir Wonder Girl.
Exactement. Dans les 3 séries principales là, chez Wonder Woman, qui tombe avec son 80e anniversaire là, cette année. Là. Bientôt, oui. Ben, c'est cette année, en fait, 2021, Ouais. 1941. Donc, un peu comme ils ont fait pour Batman, puis ils ont fait pour Superman. Cette année, c'est une année spéciale dans l'univers de Wonder Woman. Donc, j'ai hâte de voir où ce que ça va amener. Moi, j'aime bien ce personnage-là. J'en ai lu beaucoup, puis à part Puis, l'espèce d'omnibus qu'on se tapait. honnêtement, ce qui était le fun avec Future State, où on ne savait pas ce que ça s'en allait, Infinite Frontier Zero nous met une bonne base, puis là, on sait où est-ce qu'on va aller dans la prochaine année avec DC, puis Exact. c'est le fun, ça fait En du fait, il y a bien. littéralement une phrase dans New Frontier où on nous raconte que Future State, finalement, c'est le 2 mois qu'on avait besoin pour se remettre en ligne. Là. Je dis, tu sais, t'as Wonder Woman qui dit mais qu'est-ce que je viens de voir? Est-ce que c'est un futur? Moi, c'est des possibles futurs. Maintenant, allons voir ce qui se. Quoi? Ça pourrait arriver. Suivez la série. Dans ces futurs-là, il y a juste Batman qui se fait run parce qu'il avait engagé un gars qui son nom de famille, c'est Ridley, là, qui a Oui. beaucoup de talent. Ça fait qu'ils ont voulu respecter un peu ce gars-là puis pas y faire écrire n'importe quoi parce qu'il va avoir sa propre série de Batman. Oui, qui puis le commence- Magistrate, ce qu'on comprend, c'est que ce qu'on a vu dans Future State, c'est ce qui plane au-dessus de la tête de Batman. Oui, exactement. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça aussi. Ça risque d'être fort intéressant. Et vous suivez actuellement Superman Red and Blue, qui est un peu finalement le penchant de Batman Black and White. Et on a annoncé ce mois-ci Wonder Woman Gold, Black and Gold. Et moi, j'ai commencé Batman Black and White. Là, j'ai les 2 premiers volumes. J'aime tellement ce format-là de petites histoires de 2 à 3, 4 pages. Pour Batman, ça réussit tellement bien. Je trouve que ça donne le meilleur de Batman. Il y a des choses, des flashs là-dedans, un genre de, tu sais, c'est des nouvelles. Je trouve ça génial. Est-ce que ça se transpose bien chez Superman? Absolument, parce que ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que j'allais dire sur Superman. Puis je trouve que Batman, j'aime ça dans des histoires comme ça, mais Batman, j'aime mieux le lire sur de grandes histoires. Superman, je trouve qu'il fonctionne mieux dans des courtes histoires parce que le personnage est tellement gros puis puissant, puis il peut tout régler facilement que t'aimes mieux l'avoir dans des petits conflits, de shrinker ça là, dans un 5 pages efficace, puis wow, Red and Blue, là, tu vas avoir un fun fou, selon moi. Tu prends un thème sur ses pouvoirs et ses valeurs de Superman, puis tu en fais un petit texte de 4-5 pages. Honnêtement, tu sais, en plus, c'est Red and Blue, ça fait que tout est rouge et bleu dans la BD. wow. Mais Oui. honnêtement, il y a quelques bonnes histoires. Moi, j'ai beaucoup aimé la première où ce que tu vois les tempéraments de Superman et la dualité qu'il peut avoir dans sa tête. Oui. Là, où ce Qui est que, tu sais, d'ailleurs, il la première est s'imagine écrite avec. par John Ridley. Oui, exactement. Mais celle-là que j'ai préférée, ça reste quand même la deuxième, où ce que tu sais, Superman se pointe à des funérailles, je vais spoiler, désolé, là. Il se pointe à ces funérailles d'une mère d'un flot que finalement, il avait écrit une lettre à Superman quand il était jeune, parce que sa mère était addict à l'héroïne. Puis Superman, lui, il s'est fait un vœu pieux de lire toutes les lettres que le monde lui envoie. Sauf qu'il a lu la lettre genre 15 ans plus tard. OK. Ah, ouais. C'est qu'il se présente aux funérailles de la mère, puis il va confronter le Flo, fait comme j'aurais aimé ça être capable de t'aider, mais tu sais, t'as le Flo qui fait comme, oui, t'as pas besoin de t'excuser, il arrive, t'en fais déjà tellement beaucoup pour nous autres, puis il arrive, oui, maman, je me suis rendu compte qu'elle prenait de l'héroïne, sauf que moi, j'ai toujours eu foi en toi, puis t'as toujours été mon héros préféré, puis ma mère m'a toujours dit de m'accrocher à ce qui me poussait à devenir une meilleure personne, puis ça a toujours été toi. C'est que tu travailles sur la valeur de Superman, puis t'as Superman qui vit son grief par rapport à ça parce qu'il n'a pas pu sauver cette personne-là. Parce que, tu sais, encore une fois, le problème de la drogue, tu ne seras jamais capable de le régler parce qu'au niveau des héros, tu ne seras jamais assez terre à terre pour ça. Parce que tu es toujours payé avec du monde qui sont plus gros. Non, tu m'en parles, là, j'ai le goût de la voir. Là. Le dernier vœu qui exauce pour le flow, puis toute l'histoire, tu lis ça, puis tu fais comme, moi, c'est du vrai pur Superman. Puis tu vois, c'est un gars qui culpabilise par cause de ce qui est arrivé. Là, mais ça fonctionne bien dans des petites histoires. Tu sais, je lisais Black and White là, de Batman, le premier volume. L'histoire de Paul Dini avec Two-Face là-dedans, là, c'est tellement génial. Ça dure 4 pages. Two-Face se fait chirurgier. Donc là, il redevient normal. Bruce Wayne ne payé pas. Tout le monde est content. Il se fait une blonde et sa blonde a une jumelle. Et genre, sa jumelle est fucking méchante. Et ça replonge Harvey Dent dans son Two-Face. Dans son dilemme. C'est tellement bien écrit. Tu lis ça, là, puis tu fais comme... Tu peux pas étirer ça en 12 numéros, mais je veux le lire. Je veux savoir que cette histoire-là existe et qu'elle est écœurante. Tu mets ça sur le bord de ton... T'en lis 1 ou 2 par soir, puis ça fait tellement la job, là. Ben écoute, la première histoire de Red and Blue, là, c'est Clark Kent qui débarque en Lubania, que ça s'appelle. Je suis allé voir, là, ça semble être une petite ville en Pologne. Puis dans le fond, là, c'est Clark Kent qui arrive là parce que
quand Superman a décollé dans son premier mois, il est allé régler un problème là-bas. Puis le gouvernement avait créé une espèce de prototype de kryptonite. Ils ont réussi à le pogner. Puis, dans le fond, c'est un endroit où les gens étaient torturés. Puis, lui, il voulait rien que faire le bien. Ils ont été capables de le pogner. Puis, ils l'ont torturé pendant 8 mois. Ils l'ont, puis tu sais, le chef militaire de l'endroit l'a brisé, ils l'ont torturé, ils ont essayé ils s'en foutaient de son identité, là, ils voulaient rien que le briser, puis montrer surtout à leurs médias, à eux, que Superman, c'était l'Américain moyen, puis qu'eux autres, le gouvernement, était capable de le péter. Puis il est resté traumatisé de ça, puis là, il retourne en tant que Clark Kent, avec son expérience pour dire, le haut gradé militaire a fait de la prison après ce qui est arrivé. Là, à cette heure, il est relâché, mais c'est un multimillionnaire, puis il dit, j'ai une histoire, puis je vais essayer de le coincer. Fait que c'est Clark Kent qui retourne en journaliste pour essayer de régler ses démons du passé avec ce personnage-là. Puis j'irai pas plus loin là-dedans. Ah, c'est bien bon. C'est pas très loin, c'est pas très long, là, c'est une dizaine de pages, mais c'est tellement hot, la gestion des couleurs, justement, le rouge, le bleu, pour comment il deal avec ses émotions. Ils tiennent de quoi avec ça, là? Ils tiennent littéralement de quoi, puis ça permet à des artistes qui ont pas toujours full de temps de venir travailler sur ces personnages. Ah, et puis, l'avant-dernière histoire, là, c'est vraiment drôle parce que c'en est une qui est en noir et blanc, puis c'est une espèce d'extraterrestre comme Mr. Mistfilvic qui a volé les couleurs de l'univers. Puis il dit à Superman, j'ai volé quelque chose dans ton univers. Puis là, Superman, il dit, ben, je sais pas c'est quoi. Il dit, c'est sûr parce que je l'ai volé, fait que tu sais pas c'est quoi. C'est les couleurs. Puis ça fait qu'il y avait de la vie dans votre univers. Parce que là, tout est en noir et blanc. Fait que dans le fond, les gens ont plus de réaction sur rien. Fait que là, Superman, il dit, ben, pourquoi je t'en voudrais? Il dit, ben, tu sais, je me rends compte que ça donnait votre identité. Je te redonne la boîte, mais t'es pas obligé de l'ouvrir. Puis là, il n'a pas le goût d'ouvrir parce qu'il dit, je vois pas, il est où le problème. Puis là, il va voir Batman. Puis Batman, il dit, ben, moi non plus, je m'en rappelle pas de c'est quoi les couleurs, mais ça semble être un problème. Puis je me rappelle de Batman qui avait fait quelque chose. Fait que là, il dit, ben, j'ai pas vraiment le goût de la rouvrir. Puis là, il discute avec d'autres personnages. Puis ils font comme, ouais, mais là, t'es sûr que tu veux le rouvrir? Puis tu sais, là, ça y apporte le côté, ouais, ben, Batman, il semble être noir et blanc pas mal dans comment il voit la vie, lui. Fait que ça pourrait être une bonne idée de le rouvrir. Puis en tout cas, j'irai pas plus loin non plus. Tu sais, c'est cool, là. C'est tellement bon comme idée, tu sais. Et là, wow, mais c'est ce que ça permet. Mais c'est ce que ça permet. Puis, tu sais, je sais que Black and White, Batman, ils l'ont sorti en omnibus. Puis moi, j'ai décidé de les faire en petit TP parce que je trouvais qu'ils étaient chers. Mais à avoir reçu, j'aurais probablement acheté l'omnibus. Puis là, il y a Wonder Woman Black and Gold. Qui sort le mois prochain, qui est le même principe, mais avec Wonder Woman. Moi, je l'ai commandé à l'âne, fait qu'on va pouvoir en reparler éventuellement quand on va avancer dans les podcasts. Mais non, si vous êtes un lecteur puis que la continuité vous emmerde, puis que vous n'avez pas le goût de vous faire des collections de débiles, je pense que ces petits volumes-là, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est une des raisons pourquoi, la dernière année, j'ai resté collé sur DC, parce que Marvel, tout est payé dans une continuité. Précisément, je prends rien que X-Men avec leur Ten of Sword, parce que c'est mélangeait 8 séries pour faire une seule série. Présentement, ils sont pognés avec la guerre du Black King, les histoires de Venom. Je pense que ça touche une dizaine de séries. Tandis que chez DC, je peux suivre 2-3 héros, puis après, je m'achète des TP pour suivre les événements principaux, sauf que Tom Taylor n'arrête pas de sortir des mini-séries. Tu as Tom King qui n'arrête pas de sortir des mini-séries, soit de 6 ou 12 numéros. Ça va faire au-dessus de 3 ans qu'on se fait bombarder avec des histoires qui sont construites sur retour-là. Tu sais, même, vous ne l'avez pas encore lu, mais la série de Warren Ellis de Batman, le 12 numéros. J'ai hâte de le voir, ça, ouais. Ça, c'était incroyable aussi. C'est que DC nous donne des choses qui sont le fun parce que tu n'es pas obligé de suivre la continuité. Tu peux suivre des histoires. Tu peux les acheter par single ou acheter les hardcovers, les trades qui vendent par après. Tu mets ça dans ta bibliothèque. Puis c'est des histoires que tu peux prendre n'importe quand et lire et te foutre de ce qui s'est passé avant et après. Ah, effectivement, c'est une de leurs grandes forces, je pense. Puis ils doivent continuer là-dedans. Là. Oui, ils doivent continuer. Plus plus ça s'enrichit. Effectivement, puis ils laissent les créateurs un peu s'amuser là-dedans. Puis je trouve que c'est bien. Oui. Hey, on va terminer parce que tabarouette, on a encore défoncé en passant. 1h32. On s'ennuie, hein? On s'ennuie. Je pense que ça fait vraiment trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. On va y aller avec les poisons. Puis je vais commencer rapidement. Oui. 2 choses. 1, je suis tombé sur Netflix sur un film qu'Alan nous avait parlé il y a de cela 3 ans, 3-4 ans, et que je n'avais pas eu le temps d'écouter encore. Et par curieux hasard, il a été ajouté à la bibliothèque de Netflix hier, et je suis tombé en amour avec Alita Battle Angel. L'as-tu vu, Jean-Nic? Oui. Puis là, tu as le goût de lire les mangas. Et que j'ai le goût. Mais c'est donc bien bon.
Tu sais que ça se lit à l'envers, hein? Ouais, je sais, mais c'est donc ben bon. J'ai capoté sur les images, le personnage. Le fantasme de James Cameron depuis la fin des années 90, qui a ça réussi à faire un film réalisé par, tellement Rodriguez. Rodriguez. Wow. Si vous n'avez pas encore vu ça, écoute, je tombe en bas de ma chaise. Là. Je peux pas croire qu'il n'y aura pas de suite. Je suis complètement flabbergasté. Et oui, je vais probablement dépenser quelques centaines de dollars pour acheter le manga. Sais-tu pourquoi il n'y aura pas de suite? Oui, vas-y. Parce que tous les gens comme toi qui sont le Non, public non. cible à ça sont pas allés le voir. C'est de ma faute! Ouais, mais j'ai le droit de découvrir des films par après. Ça existe encore, ça. Absolument. Mais écoute, si on a réussi à faire un film de 4 heures à Snyder sur Justice League, je peux pas croire qu'on peut pas avoir une suite à Alita. Là. Donc, les injustes commencent le mouvement. Une suite pour Alita. Ça fait longtemps que le mouvement existe, mais Ouais, sauf c'est ça, ça fait entre-temps, Fox a été acheté par Disney. C'est pas Ça fait grave. que, Tu négliges le pouvoir des injustes. On va l'amener jusqu'au bout. Mais c'est Si très on bon. réussit à écraser la souris avec ça. Là. Ah oui, on va les shaker Ah, dans mais les culottes. toi qui as eu le style manga, pis tout, ses yeux t'ont même pas tombé ses nerfs. Pas en tout. J'ai trouvé que ça faisait même partie du charme de voir. Ça la rendait ça nous rappelait qu'elle n'était pas humaine. Tu sais, ça nous rappelait que c'était un cyborg à part entière. Parce que tu sais, il y a beaucoup de enhance, là, tu sais, d'humains qui ont des parties de robots. Fait que des fois, il faut que tu différencies, tu sais, lequel est un vrai robot puis lequel est un humain qui a juste une coupe de parties. Puis je trouve qu'il joue bien le mystère de la ville flottante. Puis tu sais, t'es curieux de savoir ce qui se passe dans cet univers-là. Il te garoche pas tout l'univers en pleine face. Tu le découvres avec elle, puis il y a du fun aussi dans cet univers-là. C'est pas juste noir. Tu sais, le sport qu'ils ont mis là-dedans, puis les images, il y a du plaisir dans ce film-là. Il y a du gros plaisir, du gros fun. Et j'ai vraiment aimé ça. Vraiment, vraiment beaucoup. Et je vais lire le manga, assurément. Ben, Gum est vraiment le fun. Comme je te disais, La Sordeur, je n'ai pas fini au grand complet, mais à un moment donné, comme je te disais, ça tombait sur le classique manga, ben, comme tu disais, à la Dragon Ball, où ce que chaque numéro, c'est qu'il y a un adversaire qui est plus fort, puis qu'elle doit développer une nouvelle technique pour le tuer, pour devenir plus forte. Ça devient un peu lourd, mais Gum est vraiment le fun. Finalement, toute l'ascension au moment où elle a réussi à se rendre sur la cité, c'est vraiment le fun. C'est à partir qu'elle est rendue sa cité. J'ai un peu d'intérêt, puis j'ai pas suivi les chroniques de Mars, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais là, je vais probablement me faire comme j'ai fait pour Dragon Ball, c'est-à-dire que je vais me taper la série principale, puis je vais m'en tenir à ça. Là. Je pense que je devrais être correct avec ça. Et, avec Gum, puis en plus, je pense que tu es capable d'avoir en gros volume. Je pense qu'il sort 3 ou 4 gros volumes qui existent. C'est 6, je pense, qui regroupent les 9 volumes originaux. Là. Oui, exactement. Non, ça vaut la peine. C'est quelque chose qui est le fun à lire. Puis c'est une belle histoire. Puis les combats sont cool. En tout cas, moi, le film, j'ai vraiment trippé. Et mon deuxième poison, j'ai terminé en une seule journée le nouveau roman de Patrick Sénécal. Sénécal? Ouais, tu n'en avais pas parlé la semaine passée? Ouais, j'en ai-tu parlé la semaine passée? Ben oui, tu en as parlé. Hein? Oui, on n'arrêtait pas de dire du fait que c'était Sénécal, ouais. Ouais, t'as raison, ça me dit quelque chose. C'est vrai, on en a fait un la semaine passée. Ouais, on a fait un la semaine passée. Je vais rester avec Alita, finalement. Reste avec Alita, on va pas avec Sénécal. Non, mais avec Sénécal, il sort cette semaine. La semaine prochaine, en fait. Fait que. Allez-y. Ouais. Allez-y, ça vaut la peine. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un aussi bon roman de Sénécal. Là, donc, pas que ces derniers n'étaient pas bons, là, mais celui-là était particulièrement intéressant. Donc, ça va valoir la peine de le prendre. On va y aller avec Alan ou Jean-Nic. Jean-Nic. Mais décide, t'as l'air à passer pour choisir. Ouais, c'est ça, je pensais que c'était comme une machine. Tiens, Jean-Nic, t'es le dernier à avoir parlé. Mais là, niaise-moi pas parce que je vais aller à Alan tout de suite. Là. Hey, je vais faire changement cette semaine. Je vais parler d'une BD européenne. Non, je ne parlerai pas de Jeff Lemire. Il y a eu comme un Easter egg parce que c'est l'épisode de Pâques qu'on a parlé de Jeff Lemire plus tôt dans l'épisode. Oui, c'est clairement à cause de Pâques. Non, je vais vous parler d'une bande dessinée européenne que je n'ai pas encore terminée, mais j'ai un énorme plaisir. Ça s'appelle Les Ignorants de Étienne Davodo. Le concept de la BD, c'est qu'Étienne Davodo est allé vivre pendant 1 an avec un gars qui fait de la vigne. Okay. Dans le fond, lui, il fait de la BD. Il est allé chez un gars qui fait de la vigne, puis il a dit, on va passer 1 an ensemble, puis on va échanger un peu nos vies. Dans le fond, moi, je vais t'aider sur ta vigne, puis toi, tu vas venir avec moi pour parler avec les gens pendant qu'on fait la BD, pour voir comment ça se passe, ces presses, comment ma vie à moi évolue. Puis c'est un petit peu, en fait, c'est 100% autobiographique. Là. Tu suis des personnages de son point de vue pendant qu'il fait ça. Et c'est tellement drôle, c'est tellement rafraîchissant et ça fait surtout beaucoup réfléchir parce que c'est comme 2 médiums qu'on pense
Il n'y a Aux aucune manière de consolider les Ouais, deux c'est ça, parce que ensemble, je trouve mais ça en même spécial. temps, là. oui, mais en même temps, tu y penses en Europe, le vin, c'est comme une grosse école, il Mhm. y a un gros prestige qui vient avec ça. La bande dessinée, c'est un petit peu la même chose. Pour des non-initiés, ça semble être deux trucs que c'est très difficile de trouver une manière de rentrer dans ces univers-là. Puis là, ces deux personnages-là qui se confrontent, qui se complètent, viennent donner des portes d'entrée vraiment géniales pour les deux. Moi, je suis en C'est-tu bien épais? amour avec Ça cette bande ressemble à dessinée. ça. Moi, ça, ben, là, je peux vous le montrer, vous, à l'écran. Pour Ouais. les gens qui nous écoutent, là, c'est peut-être un 300 pages à peu près. OK. Parce qu'elles sont dispendieuses, les BD européennes. Ouais, je vous dirais que c'est un 40 mais Oh. un 40 bien investi. Mais je vais passer le conseil que je passe toujours. Allez dans vos bibliothèques, vous cherchez ça. Là, probablement que c'est disponible dans n'importe quelle bibliothèque du Québec. Sinon, vous allez pouvoir le faire venir d'une autre bibliothèque. Ça vaut la peine de s'imprégner de ce beau récit-là. Ça va vous prendre... Tu sais, j'ai passé 1 heure, puis j'en ai peut-être la moitié de lu. Là. Fait qu'il y a OK. 2 heures, puis j'espère que vous allez être aussi conquis que moi Ah, par ben, cette belle bande dessinée-là. je retiens la suggestion. Et Alan, on termine avec toi. Je vais y aller avec quelques nouvelles séries que j'ai commencées en BD. Je vais y aller. Alien qui vient de débarquer chez Marvel. Parce que Fox a comme. Ouais. Non. OK. C'est écrit par Philip Kennedy Johnson. C'est dessiné par Salvatore Larocca. Salvatore, c'est lui aussi qui avait mis sur les débuts de Star Wars parce que son art est capable de respecter les allures des acteurs qu'il y avait dans les films. Donc, ils sont capables de nous imprégner avec un univers qu'on connaît déjà. Pas choquer l'œil, dans le fond. Pour pas choquer l'œil, effectivement, là, puis il avait été longtemps sur Star Wars pour ça, parce que tu reconnaissais les personnages comme c'était dans les films du début des années 80. Donc, dans le fond, ça se passe après Alien 4. Tu te rends compte qu'un gars va retourner sur Terre parce qu'il a fini sa mission. C'est que ça parle toujours de la Weyland-Yutani, mais le gars fait toujours des cauchemars parce qu'une de ses missions a comme chier, puis la moitié de son équipe s'est faite tuer par des aliens. Puis dans ses rêves, il y a toujours une reine qui a des seins puis qui a une forme humanoïde là-dedans. Je vais vous la montrer pour vous autres, mais je sais que le monde ne la verra pas. Donc, tu vois que c'est une suite du 4e avec les clones qu'il y avait eu de Ripley. Oui, Puis exact. avec la alien qui était capable d'accoucher de d'autres aliens, la nouvelle queen, puis même le alien blanc qui était humain qui Ouais, était c'est ça. sorti En de fait, là. c'était la Queen qui était dans le corps de Ripley, puis il avait réussi à les séparer. Ouais, Mais en effectivement, les ça fait- séparant, elle avait des fonctionnalités aliens, puis la Queen avait des fonctionnalités humaines. c'est que tu vois que ça continue sur ces éléments-là parce que c'est vraiment une suite des films, parce que Ça, même c'est à un moment cool. donné, il parle du Nostromo, le LV-426, puis la base qu'il avait construite là-dessus, qui avait mené à Aliens, le 2e film. Donc là, tu as le gars qui retourne sur Terre, qui rencontre un de ses fils, puis que finalement, son fils vole le badge qu'il y a de la Weyland. Puis son fils est un activiste anti-Weyland-Yutani parce que les autres sont convaincus qu'ils sont des terroristes qui construisent des armes de destruction massive. Ouais, c'est pas mal Mais ça. quand ils se rendent dans le laboratoire et qu'ils ouvrent une des portes, ben, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'armes. Tout ce qu'il y a, c'est des tubes de clones avec des bébites qui sont bizarres là-dedans. Oh. Et quand deux scientifiques se rendent compte qu'ils sont en train de se faire hacker, ben, ils partent le protocole, mais le protocole, je pense qu'il ne fait pas ce qu'il pensait qu'il allait faire, ben, ça pète tous les tubes. Oh. Cool. Ça fait que violent. Parce Ouais. que Alien, c'est quand même une série adulte à la base. Là, on a-tu la violence ou du moins des thèmes un peu ça plus... part, je vais te montrer un bout où quelqu'un mange un coup de shotgun d'en face. Yeah! Wow! Je confirme. Ça y va. Wow! Ça fait que oui, Marvel, dans certaines de leurs séries, là, ils se cachent pas, là, puis quand ils sont hors de leur mainstream, là, ils sont capables d'être violents. Personnellement, je trouve que l'idée est intéressante. Donc, on savait tous qu'après Alien 4, ils voulaient descendre sur Terre. Oui, ben c'était la fin de l'histoire, c'est un peu ça. Là. On Ça savait fait qu'il allait y que avoir de quoi. Là. on s'enligne sur ça, des aliens sur Terre. Mais dans le fond, est-ce que ça tue pour toi un peu l'idée de refaire un film, justement, qui va être dépassé Alien 4? Parce que c'est le problème. Là, on a juste des prequels. Mais de toute façon, après Prometheus puis Covenant, t'en voulais-tu vraiment d'autres? Là? C'est parce qu'il faut enlever Alien des mains de Ridley. Oui, je pense que lui, il est comme George Lucas. Là. Il va falloir qu'il lâche prise. Tu sais, parce que moi, s'il me fait un autre film de flûte, là... Hey, Covenant. Non, mais il faut quand même rappeler que, tu sais, quand on dit que les fans sont... On en parlait avec la Snyder Cut la semaine passée, que les fans sont devenus un peu toxiques. Tu sais, Prometheus, là, Covenant, là, c'est le fuck you de Ridley Scott aux fans, là.
Ah, Non, OK, vous vouliez... je suis convaincu qu'il se prenait au sérieux, lui. Donc, tu penses? j'ai d'autres BD à présenter, OK? Malheureusement, oui. Image Comics, le mois dernier, ils ont sorti une nouvelle série qui s'appelle Radiant Black. OK. Ça raconte l'histoire d'un gars qui n'a pas de job, qui est paumé comme ça n'a pas de bon sens, puis qu'il est endetté pour à peu près 30 000 $, et que sa vie va super, super, super bien. Puis à un moment donné, il prend une brosse avec un de ses chums en retournant dans son village natal parce qu'il retourne vivre chez ses parents. Puis pendant la brosse, ben, il tombe sur une espèce de petit trou noir. Puis le petit trou noir se fusionne à lui, puis il donne des pouvoirs antigravitationnels. Donc, on retombe avec un classique super-héros loser à la Spider-Man qui pogne des pouvoirs qu'il n'est pas supposé avoir puis qui doit dealer avec. Mais il y a une autre personne qui a le même pouvoir que lui, sauf que lui, son costume est rouge puis il s'amuse à faire des vols de banque. Donc, on tombe sur le classique super-héros de base. C'est du Image Comics, c'est écrit par Kyle Higgins et ça a le potentiel d'être un Invincible ou n'importe quoi d'autre. OK, intéressant. Donc, il n'y a pas de limite du nombre de numéros qui veulent aller, puis on y va. Là. Exactement, ça fait que moi, c'est pour ça que je m'étais lancé dans cette série-là, parce que c'est du Image. J'aimais l'idée. C'est souvent ce qui fonctionne, c'est pas réinventer la roue, c'est la retravailler. Effectivement. Ça peut donner ou rendre hommage aux classiques qui sont déjà là. Exactement, parce qu'avec Invincible, d'ailleurs, que le 4e épisode de cette bon. semaine sera Amazon Prime. Ah, c'était hot. Et ce qui est fun, ils n'ont pas été dans l'extrême. On voit qu'ils veulent construire l'histoire puis aller tranquillement. Ça fait qu'on en reparlera plus tard d'Amazon, d'Invincible sur Amazon, là, parce qu'il va y avoir plus d'épisodes. Et la dernière, Scott Snyder a décidé de lâcher un petit peu d'ici puis il a sorti Noctera chez Image Comics. Faut que tu m'avances celle-là parce que tu me fais juste me dire Snyder puis j'ai juste le goût de faire. Et c'est illustré par Tony S. Daniel, que si vous lisez beaucoup de DC, vous connaissez Tony, qui est excellent. Alors, donc, ouais, effectivement. Aussi, je pense. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui avait des cataractes majeures puis qui n'avait pas de parents, qui s'est fait adopter, puis ses parents adoptifs lui ont payé son opération pour ses cataractes. Donc, elle a pu voir et à peu près 2 ans après son adoption, il y a comme une espèce de cataclysme bizarre qui est arrivé. La lumière a cessé d'exister sur la planète Terre. La Terre s'est fait plonger dans une noirceur totale. Et comme conséquence, c'est que ça prend de la lumière pour vivre parce que la noirceur est corrosive. Ça fait que tu peux te faire... si tu te fais toucher par la noirceur, ça corrode ton corps. Puis ça va commencer par rendre tes gencives noires. Puis à partir de là, tu peux réussir à te faire dialyser pour purifier ton sang avec de la lumière, ou tu peux prendre une lampe solaire puis t'as crissé dans la gueule pour réussir à combattre la noirceur, sinon tu vas devenir une entité des ténèbres. Puis elle, la fille, finalement, vieillissant, est devenue une passeuse qui passe du monde d'un phare lumineux à l'autre avec un troc plein de lumière. C'est qu'elle est devenue une passeuse là-dessus, puis finalement, à la fin de l'histoire, elle va passer une petite fille qui a un coup de soleil avec un monsieur, puis que finalement, ils ont possiblement un lien avec ce qui s'était passé il y a à peu près 20 ans sur la Terre, puis ce qui explique pourquoi que le Soleil a disparu. OK. La BD, en quelque sorte, c'est super intéressant. C'est super bien dessiné. J'ai hâte de voir ce que ça s'en va. Puis, contrairement à ce que Scott Snyder a tous écrit sur DC, qu'on ne comprenait rien, c'est clair. Tu sais où ce que ça va. Puis, à la fin, il a pris un beau 2 pages pour nous expliquer pourquoi il a fait la BD. Okay. Ce gars-là, il a vécu avec une phobie de la noirceur toute sa vie, puis il l'a encore. Et dernièrement, son plus jeune a développé la même phobie que lui. OK. Ça fait que c'est courant dans sa famille. Le noir est quelque chose qui les hante et qui leur fait vraiment peur. Puis il a décidé de travailler une histoire sur une phobie qui cause des problèmes dans sa vie personnelle et celle de ses enfants maintenant. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. Ben, c'est du Image Comics encore, donc c'est du comic indépendant, puis j'ai l'impression que ça va faire une belle petite mini-série qui va être vraiment le fun. On a-tu une limite ou ça... Oui, il va y avoir une limite, c'est sûr et certain. Je sais pas, pour moi, ça va être un 6 numéros, là, mais honnêtement, il y a plusieurs petites séries comme ça que je commence derrière moi chez Image, parce qu'il y a des gros auteurs qui commencent à traverser tranquillement pas vite parce qu'ils veulent refaire du comic indépendant. Puis non. Oh, intéressant. C'est mes petites suggestions comme ça. Intéressant, mais si on se revoit dans 2 semaines? Oui, certainement. Bonne fin de semaine. Salut. Dans une semaine, si on fait comme cette semaine. Ouais, dépendamment de ce qu'il va y avoir comme stock. Je ne penserais pas que ça va être une aussi grosse semaine. Salut, messieurs. Ouais, attends 2 semaines. Salut.